Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième conférence du cycle des matinales 2024-2025, cycle qui s'articule autour du thème le savoir et le faire. Donc ce thème issu du constat qu'en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, nous avons une position privilégiée pour agir. Maintenant, comment mettre à profit ces connaissances dans les entreprises, les associations, les institutions? C'est la question à laquelle notre invité tentera de répondre. William Monveau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, vous avez étudié à l'ENS Paris-Saclay. Votre parcours professionnel, vous avez passé par le ministère des Sports, par la Banque de France et maintenant vous êtes à la Caisse des dépôts. Vous avez également écrit en 2023 une BD avec la dessinatrice Julie Boudot qui s'intitule « Les économistes sauveront la planète avec un peu d'aide ». Donc, dans cette bande dessinée, vous explorez le rôle des institutions et le rôle qu'elles ont avec les enjeux climatiques, notamment à l'échelle nationale et internationale. Donc cette BD, elle est ici si vous voulez venir la feuilleter. On vous la recommande à toutes et à tous. Dans cette BD également, vous questionnez ici certaines politiques économiques, mais je suis sûr que vous aurez l'occasion de nous en reparler dans votre intervention. Alors avant de vous laisser la parole, nous souhaiterions remercier notre professeur Jean-Marc Benguigui qui nous aide dans ce projet. Merci également à Michael Ranou qui s'occupe de la captation vidéo, parce qu'on rappelle que toutes ces conférences des matinales seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'école. On souhaite également remercier la direction du développement durable, donc Vanessa Legarec et Emmanuel Rosière, ainsi que la direction de l'école, pour banaliser 4 créneaux cette année pour permettre à tous les étudiantes et les étudiants du parcours ingénieur d'y assister. Voilà, je laisse maintenant la parole à Jean-Baptiste Avrier. Merci. Bonjour à tous, merci aux organisateurs aussi. Bienvenue pour cette nouvelle conférence des matinales de la transition écologique. Cycle de conférences donc organisé par Centrale Nantes pour soulever toutes les facettes des enjeux liés à la transition écologique, au développement durable. Et ces enjeux sont très nombreux et complexes. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui encore d'accueillir un intervenant de haut niveau sur les questions économiques en lien avec les transitions. Alors à Centrale Nantes, nous, notre devise, ça serait plutôt « Les ingénieurs sauveront la planète », mais c'est pas du tout en concurrence, et au contraire, parce qu'à Centrale Nantes, on voit tous les jours dans les projets de recherche, dans les activités d'enseignement, qu'on a besoin de tout le monde, et qu'il y a d'ailleurs beaucoup de sujets sur lesquels il faut que les scientifiques, les ingénieurs et les économistes travaillent ensemble, si on veut qu'il se passe quelque chose et que la transition écologique ait lieu. Récemment, on a l'exemple de la décarbonation du transport maritime, sur lequel il y a des collaborations entre des chercheurs de Centrale Nantes et des économistes de l'Université de Nantes, parce que si on veut que la transition ait lieu, il faut des solutions technologiques, il faut des avancées scientifiques, mais il faut aussi des modèles économiques qui rendent cette transition possible et qui mobilisent tous les leviers de la politique économique ou des politiques économiques, qu'il s'agit des leviers tarifaires, de taxation, des régulations, voilà, pour que ça ait lieu, sinon les solutions technologiques resteront sur les étagères. Donc je me réjouis d'avance de cette conférence qui va pouvoir éclairer tous ces enjeux et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci. Merci. William Monveau, vous avez écrit « Les économistes sauveront la planète », on l'a dit. Mais nous, la question qu'on aimerait vous poser tout de suite, c'est d'abord qu'est-ce qu'un économiste, quel est son travail et comment s'y prend-il pour sauver la planète? Vous avez la parole. Merci, bonjour à tous, ça fonctionne. Alors merci d'être venus déjà si nombreux pour parler d'économie, donc c'est très bien de s'intéresser à cette matière qui n'est pas forcément, la plus facile à appréhender. Pour répondre à la question, donc peut-être qu'est-ce qu'un économiste, c'est une question moi, que je me suis posée pendant longtemps, pendant toutes mes études d'économie à vrai dire. Il y a plusieurs manières aujourd'hui de faire de l'économie. Le métier d'économiste, il prend plusieurs formes. Ça dépend de la manière dont on le prend. La première chose,
peut-être une première catégorie de métiers, celle qu'on va retrouver beaucoup dans les institutions internationales, dans les institutions européennes, dans les institutions publiques, dans les ministères, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts, et dans les banques, c'est les économistes en charge de la prévision économique. Moi, c'est le premier poste que j'ai occupé à la Banque de France. Donc, une grosse partie du travail des économistes, ça va être de s'appuyer sur des modèles économiques, donc un certain nombre d'équations, de relations plus ou moins mathématisées, d'adapter la sortie de ces modèles, le résultat de ces modèles en fonction de tout ce que le modèle ne peut pas capter. Donc par exemple la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, des chocs qui peuvent venir de partout, des décisions de Trump ou autres, et d'en faire une prévision qui soit ensuite exploitable. Donc qui va permettre de faire une sorte de scénario qui varie, qui va de 3 mois à 5, 6, 7 ans parfois. Et sur la base de ce scénario, un certain nombre de politiques publiques, de politiques économiques, mais plus largement de politiques publiques, vont être décidées. Les implications de cette prévision, elles sont extrêmement importantes. On le voit en ce moment, par exemple, en matière budgétaire. Si on change la prévision de croissance de PIB de 0,1 point, ça dégage tout de suite des marges de manœuvre budgétaires ou pas. Donc il y a la question du positionnement des économistes par rapport à ça. Donc ça, c'est peut-être le premier grand métier, sous-métier chez les économistes, c'est faire la prévision économique. Un deuxième métier fait par les économistes, ça va être la calibration, la manière de penser une politique publique. Donc pour ça, ça va être comment, face à un problème identifié, on met en place une série de mesures qui vont, par des mécanismes économiques, permettre de corriger ce problème. Donc si par exemple vous avez trop de chômage, vous faites un constat, vous allez réfléchir à la manière de faire. Et donc ça c'est quelque chose où il va y avoir quasiment autant de manières de faire, autant de mécanismes possibles que de manières d'appréhender la sphère économique. Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont relativement consensuels, sur lesquels les économistes vont s'appuyer. Le marché, le signal prix, on aura l'occasion d'en reparler, la loi de l'offre et la demande, etc. Ces concepts dont vous avez dû entendre parler. Et qui font un peu la boîte à outils des économistes. Et donc, les économistes en ministère, les économistes dans les institutions publiques vont essayer de refaire un peu toute cette causalité. Et après, les économistes, ils font de l'enseignement, de la recherche. Et après, il y a des métiers un peu intermédiaires qui sont de l'économie sans être vraiment tout ce qui est la finance. On confond parfois aussi un peu les deux. Donc ça va être d'autres logiques. Donc moi, dans mon cas, j'ai fait un peu ces différents métiers. J'ai vu le côté de l'enseignement en enseignant l'économie, un peu de recherche à la Banque de France. J'ai occupé donc ce poste d'économiste prévisionniste où j'essayais de comprendre ce qui se passe dans l'économie à très court terme, en temps réel, ce qu'on appelait du nowcasting, de la prévision en temps réel. Puis plutôt sur les questions de finances publiques à horizon 2, 3, 4 ans, en lien avec la Banque Centrale Européenne. Et aujourd'hui, j'ai occupé un poste d'auditeur interne où je suis un peu les questions économiques à la Caisse des dépôts. Peut-être plus largement sur la deuxième partie de la question qui est autrement plus ambitieuse, sur le lien entre les économistes et le climat. Donc j'ai écrit cette bande dessinée avec une dessinatrice fantastique qui s'appelle Julie Bouveau, et également un ami ingénieur qui s'appelle Adrien Chaussinan, qui nous a aidé sur certaines pages, donc justement pour ce côté interdisciplinarité. On a voulu faire passer un certain nombre de messages, peut-être que je vais vous redétailler ici. Puisqu'on pense que le problème ou que la question économique n'est pas toujours bien abordée ou bien comprise. La première chose, si on regarde l'actualité, si on regarde 2024, 2025, on a un certain nombre de choses qui sont passées et qui interrogent quand même de plus en plus. En premier lieu, avec les méga feux qu'il y a eu en Californie, là, pour commencer l'année, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans les articles tels qu'ils sont publiés, il y a une petite inflexion. De plus en plus, les articles de presse, moi ça m'a beaucoup marqué là sur le mois de janvier, mentionnent le coût économique des catastrophes naturelles. Donc pour les feux, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup moins avant. Pour les feux, on va nous dire que c'est la plus grande catastrophe naturelle aux États-Unis, ça coûte 250 milliards d'euros. Il y a eu une série d'articles dans Le Monde sur les PFAS, par exemple, où là on essaye, et Le Monde, via une enquête assez très bien et très détaillée, essaye de donner un coût. Donc de faire ce travail un peu, qui est le travail des économistes, de donner un coût à cette catastrophe. Bon, le résultat, c'est un coût entre 5 et 100 milliards d'euros par an, donc il faut voir ce qu'on en tire, mais il y a quand même
une tendance à rapprocher un peu plus l'économie des catastrophes naturelles telles qu'elles arrivent, à montrer qu'il y a un coût réel qui va être subi par la société avec toutes ces catastrophes naturelles. On le note avec le cyclone Chido. Là, les dernières tentatives de faire un deal dans le cadre de la guerre en Ukraine sur les terres rares, ça montre qu'il y a cette logique de puissance aussi qui revient sur la question des ressources naturelles. Donc on a un certain nombre de marqueurs là dans l'actualité qui se mettent en place et qui se disent attention, le modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui commence à avoir un peu ses limites. Si on reprend l'exemple des méga-feux, il y a eu là aussi une série de réactions sur dans quelle mesure est-ce qu'on peut assurer, on peut faire l'activité d'assurance habituelle sur ces questions de catastrophes naturelles. Donc dans ce contexte-là, on a un peu le couperet qui se rapproche, qui interroge de plus en plus sur le modèle économique qu'on suit et qui montre qu'on va avoir besoin, qu'on le veuille ou non, de réintégrer ce risque à la manière dont on décide, à la manière dont on fait la société. Donc ça montre quand même que le modèle ne fonctionne plus vraiment. Donc pour en revenir peut-être à l'économie rapidement, sur la science économique, donc la science économique, ça va être une discipline qu'on imagine souvent très complexe, mais qui en réalité repose sur un certain nombre de règles qu'on peut facilement citer. La première, c'est que la science économique va étudier la production, la distribution et la consommation des biens et services. Vous avez une économie, vous regardez où sont produits les biens, comment ils sont produits, comment ils sont distribués ensuite et comment ils sont consommés à la fin. La deuxième, c'est qu'elle va analyser les choix effectués par les agents économiques, donc qu'on découpe en catégories. On va avoir les ménages, en supposant que les ménages ont une certaine homogénéité de comportement, vont faire un peu les mêmes choses, les entreprises, les gouvernements, dans un contexte où les ressources sont limitées. Troisièmement, la science économique va s'appuyer sur des modèles théoriques, ça c'est un peu ce que je disais en introduction, ces modèles théoriques étant alimentés par un certain nombre de données. Et enfin, on va examiner à la fin les interactions entre l'offre, la demande et l'impact des politiques publiques. Ça, c'est un peu la manière dont on se représente l'économie aujourd'hui. Quand on creuse un peu, en réalité, il y a peut-être trois paradoxes, trois choses qui ne sont pas forcément intuitives et qu'il est important de bien avoir en tête pour comprendre un peu le rôle de l'économiste aujourd'hui. La première chose, dans une perspective d'histoire de la pensée économique, c'est que l'économie, initialement, au départ, c'est une science de la nature. Donc c'est une science de la nature, mais qui progressivement a oublié ce qu'elle devait à la nature. Ça, c'est un paradoxe qui est assez structurant dans la discipline. Au tout départ, on avait, là je pourrais le redétailler un peu, on avait un courant économique, le courant des physiocrates, qui était, donc le chef de file était un Français, François Quesnay, médecin de formation, et qui faisait un parallèle entre le circuit sanguin et le circuit économique. Et il disait que toutes les richesses et tout ce qu'on va pouvoir produire, si on remonte suffisamment haut, ça vient de la terre. Donc le pouvoir, les physiocrates, littéralement, c'est le pouvoir à la terre. Les richesses venant de la terre, pour lui, la seule magie qui opérait dans la nature, c'était que si on plantait une graine, on pouvait avoir un arbre, et qu'après, tout le reste de ce qu'on faisait, c'était juste transformer quelque chose qui était issu de la nature, le déplacer, le revendre, etc., etc. Mais qu'au départ, la richesse venait de la terre. Ça, c'était le courant des physiocrates au XVIIe, XVIIIe siècle. En 2020, il y a un article de recherche qui est sorti juste pendant la crise sanitaire, un article de Nicolas Stern, un économiste britannique qui a commencé à alerter un peu sur ces questions environnementales assez tôt dans les années 2000 et qui a fait un exercice assez mécanique mais qui en dit long sur le positionnement de l'économie par rapport aux sujets environnementaux. Il a pris les 9 plus grandes revues scientifiques en économie, il a compté les articles. Donc sur sa base de données, il y avait 77 000 articles. Et sur ces 77 000 articles, il a compté les articles qui parlaient du réchauffement climatique. Sur ces 77 000 articles, il y a 57 articles qui parlent du réchauffement climatique. Donc moins de 1 pour 1000. Donc on est passé en 300 ans, 400 ans d'une discipline où les économistes faisaient que tout partait de la nature, à une discipline qui s'est complètement autonomisée, qui traite d'un nombre incroyable de sujets, mais qui a complètement oublié, a complètement marginalisé la place de la nature. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment on passe un peu de ce point, de cet extrême à un autre? Au tout départ, l'économie, là aussi, toujours dans cette... si on continue un peu à faire l'histoire de la pensée économique, c'était une science qui était fusionnée quasiment avec le naturalisme. C'était le principe, étymologiquement, l'économie, c'est ranger la maison. Donc l'économie, ça va être vraiment faire de l'ordonnancement, classer.
Et petit à petit, la science économique s'est séparée en deux disciplines, les sciences de la nature, portées par les biologistes notamment, et les sciences, l'économie qu'on va appeler l'économie politique. Et c'est cette scission qui a conduit à cet écart, même ce grand écart, où on a petit à petit oublié la place de la nature. Charles Darwin, par exemple, disait que l'économie de la nature désignait l'organisation des relations entre les espèces au vu du climat, du territoire et de l'évolution, en employant ce terme économique. Il y a un certain nombre de penseurs, dont Alain Desnaux, qui est assez connu pour ces questions, qui rappellent que l'économie, c'est l'ordonnancement, l'interdépendance entre les espèces, et parmi toutes les espèces, il y a une espèce particulière qui est l'espèce humaine. Mais l'espèce humaine est intégrée à un écosystème plus complexe. En 1820, donc au moment où cette scission commençait à se dessiner, on a un naturaliste français, Jean-Baptiste de Lamarck, qui a cette phrase, donc je l'ai réécrite pour vous la lire, mais qui est assez marquante et qui montre que, donc on est en 1820, il y a 200 ans, qui montre déjà un peu ses angoisses par rapport au lien entre sciences économiques, au sens économie politique et économie de la nature. C'est une phrase un peu longue, il faut s'accrocher. L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. Négligeant toujours les conseils de l'expérience pour s'abandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables et les détruit de toutes parts et sous tout prétexte. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Donc là, on est en 1820. Après, on avait encore cette intrication entre les activités humaines et les conséquences sur l'écosystème. Aujourd'hui, donc, cette citation est parfaitement actuelle. Et petit à petit, l'économie a un peu délaissé du coup ces considérations naturelles. Ça amène à un deuxième paradoxe qui explique un peu pourquoi il y a eu cette autonomisation un peu de la science économique, en tout cas de l'économie politique. L'économie s'est basée petit à petit, s'est constituée une boîte à outils extraordinaire, des outils qui sont relativement élégants, tout fonctionne, c'est des modèles où tout boucle, et tout est bien disposé. C'est un temple grec. Ces outils, ils ont été pensés en très grande partie au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on quitte un peu ces angoisses de raréfaction des ressources du XIXe siècle, et on a, je pense, une impression relativement sincère que la nature est abondante. On a juste à forer de quelques mètres pour trouver du pétrole. On a moins d'humains sur Terre, donc on a l'impression, je pense que les ressources sont abondantes, qu'on découvre encore des nouvelles parties du continent, de la planète qu'on peut mettre en exploitation, etc. Donc il y a cette conviction, mais je pense qu'elle était véritablement sincère, de ressources illimitées, qui ont conduit à délaisser cet aspect ressources limitées, monde fini. Et donc à ce moment-là, l'économie s'est structurée, et l'économie qu'on connaît aujourd'hui se repose encore sur ces outils qu'on a créés dans cette période très particulière. Ces outils, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut redétailler ensemble. Le premier présupposé extrêmement fort de l'économie, c'est que le marché fonctionne. Le marché, ça va être le lieu de rencontre, c'est ce qu'on voit en premier cours d'économie, le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et donc en économie, tout va être toujours un jeu d'offre et de demande. Derrière ça, il y a beaucoup d'hypothèses qui se cachent, qui sont plus ou moins expliquées derrière ça. La première, c'est que l'offre et la demande vont pouvoir s'ajuster et qu'il y aura toujours un point d'équilibre et que ce point d'équilibre va donner lieu à un prix. Le prix, c'est l'outil peut-être le plus puissant en économie. On peut se dire que c'est le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande. Donc si vous avez la demande qui augmente, si de plus en plus de personnes veulent acheter un bien, le producteur va se permettre de vendre le bien à un prix plus élevé. Inversement, s'il y a de moins en moins d'offres, si vous avez des inondations, une catastrophe naturelle, de moins en moins d'offres, et à ce moment-là, les prix vont augmenter. Ça, c'est la première vision de la notion de prix. La deuxième manière de voir le prix en économie, d'un point de vue, là encore très théorique, c'est de se dire que le prix, c'est le vecteur de toute l'information disponible à un moment donné.
qu'il se passe quelque chose, si vous avez une maladie sur une espèce de vigne, eh ben, le prix du vin va augmenter. Si vous avez un vigneron qui décide d'arrêter de produire son vin telle année, si vous avez de la grêle, si vous avez n'importe quelle nouvelle information qui arrive, le prix va s'adapter et va embarquer avec lui cette nouvelle information. Donc le prix pour les économistes, c'est vraiment cette synthèse en temps réel de toutes les informations disponibles. Donc en cela, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Le problème, c'est que cette notion de prix, quand on la transpose en matière environnementale, déjà, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus puisqu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas donner de prix, ce qu'on va appeler des biens libres en économie. Donc, par exemple, l'air, l'eau, etc. Des biens qui sont vitaux, des biens qui sont disponibles, des biens pour lesquels on ne peut pas attacher un droit de propriété. Et donc, on n'a pas de marché. Si on n'a pas de marché, on n'a pas de prix. Et donc, si on a un système qui repose sur les prix, le système ne va pas réussir à valoriser ce qui dépend de cette notion de prix. Il y a un deuxième problème qu'on a avec les prix, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations qui ne vont pas être prises en compte par le marché, ou pire, qui vont être mal prises en compte par le marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des externalités en économie, ou effets externes, pour désigner ces éléments, ces forces qui vont être en dehors du marché. Ces externalités, elles peuvent être positives ou négatives, mais elles vont représenter toute l'information qu'on n'arrive pas à mettre dans les prix. Donc par exemple, si vous produisez, je sais pas, du miel, votre activité va dépendre des abeilles et donc de l'activité de ces abeilles, qui est une activité qui est gratuite. Les abeilles, elles vont polliniser, elles vont contribuer gratuitement à faire de la production. Ce prix étant, enfin, comme c'est gratuit, c'est quelque chose qui ne va pas être valorisé, donc on n'aura pas d'intérêt, a priori, à protéger les abeilles. On se dira, peu importe, si elles arrivent, il n'y aura pas de conséquences sur mon activité, il n'y a pas de coût à protéger les abeilles, il n'y a pas de gain à les protéger. Donc je ne vais pas le faire. Donc ce système économique, quand on essaye de le transposer, ce système économique basé sur les prix, quand on essaye de le transposer aux questions environnementales, ça ne fonctionne plus. Cette idée de marché, cette idée d'ajustement continu entre l'offre et la demande, c'est aussi quelque chose qui suppose que tout est parfaitement linéaire et tout évolue de manière graduée. En matière environnementale, c'est quelque chose qui est faux. On va avoir des points de basculement, on va avoir des tipping points qui font que quand on va dépasser un certain seuil de pollution de l'environnement, quand on va détruire une espèce, c'est des éléments qui sont irréversibles. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir ajuster à la marge en continu en trouvant un ajustement en permanence. Il y a un économiste qui s'appelle Martin Weitzman qui a montré qu'il y a eu un apport clé à la recherche sur ces questions de modélisation de l'économie et de changement climatique. Et il a montré que, par exemple, l'effet de gaz à effet de serre sur l'élévation des températures était particulièrement non linéaire. C'est quelque chose sur lequel le GIEC insiste beaucoup également. Et donc cette non-linéarité des dynamiques climatiques, ce contexte d'incertitude fait qu'on ne peut plus prendre nos décisions comme on les prendrait avec un marché où tout s'ajuste progressivement et on peut revenir en arrière si on a pris une mauvaise décision. Et donc lui, en l'occurrence, défend face à ça un principe de précaution généralisée. Vous avez d'autres intervenants, donc par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Tatiana Giraud, si vous avez écouté sa leçon inaugurale au Collège de France, qu'il faut écouter, qui est très très intéressante, qui fait un peu ce lien entre biodiversité et système économique. Elle montre par exemple que le déclin de la biodiversité a des conséquences économiques immédiates. Ces conséquences, elles sont immédiates et surtout elles sont irréversibles. Donc elle estime par exemple qu'il faut 5 à 10 millions d'années d'évolution pour compenser les espèces qu'on va détruire sur les 50 prochaines années. Donc là, c'est de l'irréversibilité. Dans une approche qui est très économique d'ailleurs de son sujet, Tatiana Giraud, par exemple, cite un risque qu'elle reprend régulièrement, et elle dit que le déclin de la biodiversité, ça diminue considérablement la probabilité de trouver des molécules face à un risque extrême, typiquement face à l'apparition d'un nouveau virus, par exemple. Donc cette irréversibilité qui est inhérente aux questions environnementales, à la destruction qu'on va pouvoir faire des écosystèmes, etc., c'est quelque chose que l'économie a beaucoup de mal à prendre en compte, voire ne sait pas prendre en compte. L'économie fonctionne également généralement sur des raisonnements qui sont une analyse coût-bénéfice, mais là aussi en matière environnementale, c'est extrêmement difficile de quantifier le coût réel d'une activité ou les bénéfices réels d'une activité. Donc on a tous ces éléments qui, mis bout à bout, toute cette boîte à outils, font que l'économie va avoir du mal à expliquer, ce qui se passe du côté de l'environnement.
sur ça, il y a quelque chose qui va en plus complexifier les choses, c'est qu'on va être sur des dynamiques de très long terme, et que l'économie est en grande partie pensée pour le court terme, le moyen terme. Sur le très long terme, il y a un problème fondamental qui se pose en économie, ça va être comment on compare une période à une autre. Pour ça, comment on compare la génération future à notre génération, ou les générations passées à notre génération. Et donc pour ça, la solution trouvée par les économistes, c'est de mettre un prix sur ça, qu'on va appeler un taux d'actualisation, un taux d'intérêt, pour dire quand vous prenez une décision aujourd'hui, ces effets vont être démultipliés, vont être multipliés par temps pour les générations futures. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui, pour fonctionner, doit être quantifiable, doit être évaluable, doit être linéaire. Et donc mettre en place ce taux d'intérêt, ce taux d'actualisation, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et donc, si vous regardez, vous avez des articles de recherche qui vont vous donner un certain taux, qui vont vous dire 1, 2, 3%, et d'autres articles qui vont vous dire un taux qui est beaucoup plus élevé, avec des méthodologies différentes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à capter. Donc on a transposé toute cette boîte à outils, là j'ai évoqué les principaux, mais il y en a beaucoup d'autres, toute cette boîte à outils sur des questions environnementales, et globalement on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne très partiellement. Et enfin, il y a un troisième paradoxe, c'est que l'économie, du coup, en s'autonomisant, en se détachant de la nature, en oubliant ce contexte de ressources limitées, c'est pensé comme une science qui s'insère dans un discours, dans un monde où les ressources sont illimitées. Donc on va toujours prendre la décision pour produire plus sans tenir compte ou en tenant compte très partiellement des effets sur l'environnement, alors que c'est des choses que là encore on savait faire. Donc un autre exemple, peut-être pour faire le lien entre les deux premiers paradoxes et celui-ci, pendant longtemps il y a une discipline qui a été oubliée qui s'appelait l'ornithologie économique. Donc c'est les travaux d'Antoine Mismer, un économiste spécialisé sur les questions environnementales, qui ont permis de rappeler que cette discipline existait. Et l'ornithologie économique, c'est une discipline qui s'intéressait au rôle des oiseaux dans la production des biens qu'on consommait. Donc, par exemple, il y a un certain nombre d'articles qui travaillaient sur l'alouette des champs. L'alouette des champs, puisque c'est un oiseau qui va consommer les chaumes qu'on laisse sur les champs, et donc va permettre d'accélérer le renouvellement des champs, va permettre également de consommer des graines les mauvaises graines, les mauvaises herbes, qui vont ensuite avoir un rôle de désherbant. Et donc, tout un certain nombre de travaux dans l'ornithologie économique essayent de savoir combien font économiser les alouettes des champs en travaux de désherbant naturel, par exemple. Donc ce lien entre la nature et l'économie qu'on avait aujourd'hui, il est complètement distendu. Donc ce paradoxe de la production toujours plus importante, qu'on traite en partie mal avec le concept de décroissance, aujourd'hui atteint ses limites. On a un système où on veut produire toujours plus, on a un système qui est pensé pour produire toujours plus, on a un système qui valorise la production, et c'est quelque chose qui est ancré assez profondément. Si vous regardez par exemple la comptabilité nationale, donc la manière dont on prend la photo, la manière dont on essaye de voir combien on produit, ce qu'on mesure, les indicateurs qui sont les plus suivis, le PIB et toutes ces composantes, ça va être l'indicateur qui va être le plus regardé par tous les économistes ou les types d'économistes que je citais en introduction. Et donc quand le système un peu est biaisé dès l'origine, c'est très difficile de prendre une décision qui va amener à modifier l'indicateur central qui est le PIB. Donc ça, c'est un peu le constat qui peut être fait. Donc une discipline qui petit à petit s'est détachée de la nature, qui a rebranché une boîte à outils pas forcément adaptée sur des questions complexes, et donc qui essaye aujourd'hui d'évoluer. Il y a quand même un certain nombre de choses qui évoluent, donc pour ne pas rester trop dans le pessimisme. Déjà, la première chose, c'est que c'est une discipline qui est très souple quand même, l'économie, et donc qui peut essayer de trouver de nouvelles solutions. Donc, je donnais un exemple tout à l'heure en discutant au café. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler à la Banque de France, en janvier 2018, il y a 7 ans, personne ne parlait des questions de climat, de biodiversité à la Banque de France. C'était un sujet où il devait y avoir 2-3 doctorants du côté de la direction générale des études, et c'est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui travaille sur ces questions. Il y a 400, 500 personnes, peut-être sur 9000 personnes qui travaillent sur ces questions. Et il y a des services entiers qui visent à essayer de trouver des solutions
pour changer les choses en matière environnementale. On est aujourd'hui dans une phase où on est un peu encore dans la définition du problème, où on essaye d'identifier quelles sont les activités qui vont être compatibles avec la transition écologique et des activités qui, à l'inverse, vont la freiner ou aller à l'encontre. Mais pour ça, il faut prendre quand même un certain nombre de choix, et de choix forts au niveau collectif. Donc il y a un certain nombre d'exemples, je vais vous donner quelques exemples au niveau des institutions qui essayent, ou quelques initiatives qui essayent de prendre en compte ces questions et de faire un peu changer les choses. La première chose, c'est peut-être le premier sujet, c'est à la racine de modifier un peu la comptabilité nationale, essayer dans la manière dont on construit nos indicateurs, les indicateurs que tous les économistes vont suivre, de mieux prendre en compte les dégâts faits par l'activité économique sur l'environnement. Donc en novembre dernier, c'est tout récent, l'INSEE a publié ce qu'on appelle des comptes augmentés. Donc les comptes augmentés, ça va être un ensemble de comptes statistiques qui vont venir compléter la comptabilité nationale habituelle pour essayer de rajouter, de corriger un peu le résultat de la comptabilité habituelle en prenant en compte les dégâts faits sur l'environnement. Donc pour calculer votre produit intérieur brut, pour calculer ce fameux PIB, vous allez faire la somme de toutes les productions que vous avez faites sur une année, sur un territoire donné, en France par exemple. Là, les comptes augmentés, dans l'idée, vont essayer de faire cette somme et de corriger cette somme des dégâts faits à l'environnement. Donc dire, ça ne sert à rien d'avoir produit 3 000 milliards d'euros de richesse si on a détruit 1 000 milliards, l'équivalent de 1 000 milliards d'euros en matière environnementale. Donc c'est une approche qui est nouvelle, qui est très intéressante et qui permet de mieux refléter la richesse globale et le bien-être d'un pays, tout en tenant compte un peu de ses contributions économiques cachées ou non rémunérées. C'est un travail qui est extrêmement compliqué puisqu'il faut pouvoir réintégrer des éléments qui sont complètement en dehors de la sphère économique dans un système qui a été pensé sur quelque chose d'extrêmement matériel, quoi. La somme des productions, c'était facile à faire pendant les 30 Glorieuses, on prenait les sorties, le nombre de pièces usinées dans la journée, on sommait et on avait la production qu'on avait faite. Aujourd'hui, ça a beaucoup de moins de sens dans une économie de service, et donc il faut pouvoir corriger un peu ça de tout ce qui passe par le système de prix, donc rajouter des éléments qui n'ont pas forcément de prix au départ. Donc ça, c'est une première initiative qui est très intéressante, qui se place en amont, qui se place très tôt, puisqu'elle touche à l'indicateur auquel tous les économistes vont se référer, et qui est quand même un gros changement de paradigme. Vous avez d'autres initiatives qui sont explorées, par exemple du côté de la Banque de France. Avec l'arrivée de Christine Lagarde à la Banque de France, il y a eu une inflexion assez symbolique, mais également assez forte. En arrivant à la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde a lancé une grande revue stratégique pour savoir, globalement, comment les activités des banques centrales, donc qui gèrent l'inflation et qui gèrent la stabilité financière, pouvaient évoluer pour prendre en compte ces questions environnementales. Les travaux se font et en juin 2021, la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne a une petite ligne qui a été peu relayée mais qui est extrêmement structurante, qui dit dans ses conclusions qu'il faut désormais dans tous les métiers des banques centrales prendre en compte les questions environnementales. Donc il y a des métiers pour lesquels ça va être assez intuitif. Par exemple en matière de stabilité financière, si vous avez des banques qui sont trop fragiles pour faire face à des catastrophes climatiques, des inondations, des cyclones, etc., bah, vous avez un risque sur la stabilité financière. Ça touche également au cœur de l'activité des banques centrales, puisqu'on a cette notion de prix. Donc, si vous avez une raréfaction des ressources naturelles, vous allez avoir une augmentation des prix, si on applique cette logique de l'offre et de la demande. Et donc, cette augmentation des prix, cette augmentation du prix du pétrole, cette augmentation du prix des ressources naturelles, des ressources minières, des ressources gazières, etc., va se traduire par une augmentation des prix dans l'économie. Et donc, il va falloir prendre des mesures pour éviter que les prix explosent. C'est un peu ce qu'on a vu là entre 2022 et 2023. Ce levier, il est extrêmement important. Peut-être pour vous donner un ordre de grandeur, l'inflation qu'on a eue, donc en 2022, on a atteint les 8% d'inflation en moyenne en zone euro. 8% d'inflation, c'est un seuil qui est symbolique. 8%, c'est à peu près un douzième, 8,33. Donc 8% d'inflation, ça veut dire que si vous avez un choc sur le prix du pétrole, comme ce qu'on a eu là avec la guerre en Ukraine et la sortie de confinement et les levées des mesures de restriction sanitaire, si vous avez une inflation de 8%, ça veut dire qu'on vous enlève
1/12 de votre salaire annuel, on vous enlève 1 mois de salaire. Donc quand vous avez un petit avertissement comme celui qu'on a eu en 2022-2023 et qu'on voit que la conséquence concrète à la fin du mois, c'est qu'on a 1 mois de salaire en moins, c'est des effets qui sont extrêmement forts et qui ont beaucoup d'implications, notamment en termes d'inégalité. Donc c'est des questions qui sont vraiment au cœur de l'activité des banques centrales et qui doivent être traitées. Donc la Banque de France a lancé un certain nombre d'initiatives, par exemple un groupe qui va travailler sur les stress tests climatiques, qui va aller voir les banques et qui va leur proposer des scénarios de stress en matière climatique pour voir comment la banque est en mesure de résister à un choc climatique ou pas. Donc ces questions de stabilité financière, ces questions d'inflation sont désormais de plus en plus, en tout cas, prises en compte, par exemple dans l'activité des banques centrales. La Banque de France aujourd'hui travaille aussi beaucoup sur la construction d'un indicateur de climat pour savoir, quand vous avez une entreprise, dans quelle mesure cette entreprise va être verte ou non. L'idée d'après, l'étape d'après, donc qui est une sacrée marche et qui sera difficile à franchir mais absolument essentielle, c'est que si vous arrivez à identifier quelles sont les entreprises vertueuses en matière environnementale et quelles sont les entreprises qui, à l'inverse, vont détruire l'environnement, vous pourrez discriminer et vous pourrez faire en sorte que les entreprises vertueuses aient accès plus facilement à du financement. Et donc là, vous vous placez très haut dans la chaîne et vous orientez à la source les flux de financement vers les secteurs verts, vers les secteurs vertueux. Donc ça, c'est une autre approche. Vous avez un levier important aussi, qui est le levier de la taxation. Donc là, qui est un levier qui est encore très peu utilisé. Pour vous donner peut-être un ordre de grandeur en termes de... Si on prend les subventions annuelles aux énergies fossiles, donc il y a une étude du FMI il y a 1 an et demi qui estimait que sur 2022, donc en plein milieu de cette poussée inflationniste, les subventions annuelles aux énergies fossiles, c'était 7 000 milliards de dollars dans le monde. 7 000 milliards de dollars. L'ensemble des richesses créées en France sur une année, c'est 3 000 milliards de dollars. Donc c'était 7% du PIB mondial. C'est comme si on consacrait 7% des richesses créées dans le monde à la subvention des énergies fossiles. Pour que vous vous rendiez peut-être mieux compte, les subventions à l'éducation, les dépenses faites dans le monde pour l'éducation, c'est 4% du PIB mondial, presque 2 fois moins. Et pour la santé, c'est 11%, à peine plus. Donc, il y a des choix collectifs à faire en matière de subvention, de taxation ou d'action directe sur le tissu économique. Et ça, c'est des choix qui sont politiques, qui doivent être faits au niveau politique. Vous avez des initiatives qui sont portées, par exemple la taxe carbone. La taxe carbone, c'est typiquement l'exemple, une bonne synthèse là, de tout ce qu'on a pu dire, c'est typiquement l'exemple d'une mesure où on va transposer une logique économique à un univers qui n'est pas forcément adapté pour le recevoir. Donc l'idée de la taxe carbone, c'est de dire, un des problèmes, pourquoi les entreprises polluent, c'est puisque si je suis une entreprise et que je dégage si j'ai des émissions carbone, si je fais des émissions carbone dans l'atmosphère, je ne vais pas payer pour ces émissions carbone. Donc je dégrade l'environnement, je fais supporter à la société un coût de dépollution, mais je n'en paye pas le prix. C'est gratuit, je libère tout dans l'atmosphère. Pour éviter ça, des économistes se sont dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc on va recréer un marché, on va se replacer dans un cadre qui fonctionne, dans un cadre qu'on connaît, et on va créer le marché du carbone. Donc on va créer une offre, on va créer une demande, on va allouer aux entreprises en fonction de leur secteur des droits à polluer, et les entreprises qui pollueront beaucoup auront besoin d'acheter des droits à polluer, les entreprises qui pollueront moins pourront vendre des droits à polluer, et donc on recrée un marché, on recrée un prix, et on se replace dans un univers qu'on connaît. Aujourd'hui, donc là c'était le niveau 1. Le niveau 2 aujourd'hui, c'est de faire la même chose, mais donc un des problèmes de cette taxe carbone, c'est que ce qui se passe très vite, c'est qu'on voit que les entreprises, pour ne pas payer la taxe carbone, disent bon, bah, au lieu de produire sur le sol français, je vais produire juste en face, je vais délocaliser ma production, je vais la mettre sur le sol je sais pas, marocain. Et donc mon entreprise va produire de la même manière, et ensuite je vais envoyer mes biens en France, et je n'aurai pas payé le prix de la taxe carbone. J'aurais évité la taxe en sortant mon activité de production du territoire qui est soumis à la taxation. Donc c'est ce qu'on appelle une fuite
carbone. Pour éviter ça, la Commission européenne s'est dit on va créer une taxe carbone aux frontières. Donc on va faire en sorte que les pays les moins vertueux payent une taxe quand ils envoient des produits sur le territoire français, une sorte de protectionnisme vert. Donc ça, c'est une solution qui est extrêmement élégante d'un point de vue intellectuel, puisqu'on se dit de manière endogène, j'incite des pays sur lesquels je n'ai pas le droit de regard, qui sont souverains, je ne peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire, je les incite à adopter un comportement plus vertueux, à modifier leur comportement, etc. Tout va bien, tout s'ajuste. Dans les faits, là aussi, on ne fait que transposer un certain nombre de problèmes sur un champ qui n'est pas adapté. La taxe carbone, on va modifier les comportements petit à petit. Aujourd'hui, la plupart des économistes s'accordent à dire que le prix du carbone de la tonne carbone n'est pas suffisamment incitatif pour modifier les comportements. Il faut mettre en place cette mesure qui est quand même extrêmement complexe, parce qu'il faut pouvoir identifier les pays qui sont vertueux, identifier la chaîne de valeur, d'où viennent les richesses, pour pouvoir les taxer ensuite de la meilleure manière. Et après, une fois qu'ils arrivent, c'est le consommateur final qui en paye le prix en augmentant le prix. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui vont complexifier un peu les choses. Voilà, donc peut-être pour s'arrêter là, pour résumer, donc la science économique a cette particularité, et je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, d'être une science qui initialement était une science de la nature et qui petit à petit s'est autonomisée, qui s'est construit une boîte à outils dans une situation d'opulence, où on avait les ressources disponibles de manière illimitée, ou en tout cas c'était le sentiment qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, elle est à un tournant où il faut à la fois se réinventer, il faut trouver des nouveaux leviers pour modifier les choses. Et ce qui est très compliqué, c'est que on est face à une situation d'incertitude extrêmement élevée, on est face à des phénomènes qui sont très largement irréversibles, avec des effets de seuil, et donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à gérer, quoi. Dans ce contexte, un certain nombre de principes doivent s'appliquer, généralement principe de précaution, agir le plus vite possible et parfois accepter tout simplement d'utiliser la réglementation avec des effets immédiats plutôt que des dispositifs qui visent à orienter des comportements et qui prennent du temps, qui prennent 20 ans. Par exemple, la taxe carbone, c'est un dispositif qui va avoir une vingtaine d'années sans avoir d'effets concrets, puisqu'on est quand même dans une situation qui reste une situation qui est fondamentalement une situation d'urgence en matière climatique. Merci beaucoup, William Monveau. On va maintenant pouvoir passer à un temps d'échange et de questions, et on se propose de poser la première question de notre côté. Ensuite, on ouvrira au public, donc comme d'habitude, on posera une question à une femme. On recevra les questions d'une femme puis celles d'un homme en alternance. Et suite à un retour qu'on a eu suite à la première conférence, on aimerait d'abord orienter les questions, prendre les questions qui viennent des étudiants. Et ensuite, à la fin du temps d'échange, on ouvrira aux questions des externes pour que les étudiants osent poser leurs questions à William Monveau. Voilà. Je te laisse poser la première question. Oui, merci. On a beaucoup parlé d'économie, effectivement. Dans la dernière conférence, on a reçu Jean-Michel Huppé, qui est fondateur de la Décopole, qui vise à rassembler les disciplines. La question qu'on peut se poser, et quand on parle aussi de taxe carbone, et quand on connaît l'impact que ça peut avoir d'un point de vue social, c'est quelle place à l'interdisciplinarité dans vos travaux, notamment la Caisse des dépôts. Vous parlez de 400-500 personnes qui travaillent, est-ce que c'est que des économistes? Alors je pense que c'est une question qui est absolument fondamentale. Je pense qu'aujourd'hui, l'interdisciplinarité, elle est inévitable, et qu'une partie des questions qu'on se pose viennent du fait qu'on a quand même un fonctionnement qui est en silo, et les matières sont très cloisonnées, se regardent les unes les autres, et il n'y a pas suffisamment de points de passage entre les différentes matières. Quand on prend une question simple, qui est par exemple la question, est-ce qu'on aligne, si on veut aligner les taxes aériennes sur les taxes ferroviaires, par exemple, ce régime fiscal complètement aberrant, c'est une question qui touche des questions scientifiques, qui touche des questions
économiques, qui touchent à des questions sociales, qui touchent tout de suite à des questions d'inégalité et d'accès à certains biens, de liberté, etc. Donc tout ça, si on prend, et ça c'est valable sur n'importe quelle question, on va, en matière environnementale, on va avoir des enseignements qui viennent de la biologie, des enseignements qui viennent de la physique, qui viennent des sciences de l'ingénieur, qui viennent de l'économie, qui viennent de la socio, etc. Et je pense que le problème doit vraiment être appréhendé dans son ensemble. Donc ça se joue d'abord dans la formation initiale, ça se joue à mon sens aussi beaucoup au niveau de la recherche, notamment la possibilité de faire des doctorats de manière un peu croisée. Et après, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus, enfin en tout cas moi que j'observe de plus en plus en entreprise, on va avoir un certain nombre de mélanges qui peuvent se faire dans les spécialités dans l'entreprise. Donc dans le cas de la Banque de France, ce service par exemple qui travaille à construire un indicateur du climat, on va avoir des statisticiens, des sociologues, des économistes, des ingénieurs qui travaillent sur un même sujet. Puisque pour construire un indicateur sur le climat, pour pouvoir classer des entreprises en fonction des secteurs, il faut des connaissances sectorielles, il faut pouvoir mesurer les effets d'une industrie sur l'environnement, il faut pouvoir mesurer les effets que ça implique en termes de changement et d'adaptation au changement, il faut pouvoir mesurer les effets économiques que ça va avoir, et notamment sur les prix, puisque si vous touchez les prix, vous touchez tout de suite le quotidien de tous les Français. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus dans les métiers d'investissement. Donc il y a la Caisse des dépôts qui a tout un volet investir directement dans la transition écologique. Quand vous instruisez un dossier d'investissement, pour sélectionner le dossier, il faut des compétences pas uniquement financières, pas uniquement économiques, il faut également des compétences techniques pour pouvoir comprendre si la solution proposée est crédible, si elle s'insère dans un écosystème scientifique qui a du sens, avant de savoir si on débloque les fonds, combien on débloque et dans quelles conditions. Donc tout ça, c'est des éléments, je pense, peu importe où on regarde, les questions sont toujours entre plusieurs disciplines, alors que nous, dans les systèmes de formation, très largement, aujourd'hui encore, on cloisonne beaucoup. Merci pour votre réponse. Bon, maintenant, étudiants, c'est à vous. Qu'est-ce que quelqu'un aimerait poser la première question ? Ah. Merci beaucoup déjà pour la conférence. Je voulais juste savoir, moi, si vous aviez quel était votre point de vue sur le problème qu'on a aujourd'hui avec l'aviation, où on dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion, mais que concrètement, on ne nous propose pas vraiment de solution qui permettrait de à la fois répondre aux enjeux économiques actuels des personnes qui ont besoin de voyager alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, là où le train coûte très cher, même si c'est une solution écologiquement viable. Là aussi, c'est typiquement une question qui touche à plein d'aspects. Je pense que vous avez touché le cœur du problème. Un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on veut orienter les comportements, mais qu'il n'y a pas d'alternative. Donc très souvent, en économie, on raisonne avec des biens qui sont plus ou moins substituables. Et donc s'il n'y a pas d'alternative qui existe, s'il n'y a pas d'alternative disponible, c'est très compliqué d'orienter les comportements. Donc il y a plusieurs manières de faire. Moi, je pense que la première chose, c'est de vraiment investir massivement pour développer les alternatives. Donc après la crise sanitaire, on parlait par exemple un peu du train de nuit, etc. Je pense qu'aujourd'hui, si on met en place un système de train de nuit avec la possibilité de télétravailler, par exemple, de manière efficace dans un train, on a une alternative viable qui peut faciliter le changement des comportements. Je pense que la première chose, c'est de vraiment construire les alternatives. Après, il y a aussi un sujet qui est extrêmement complexe, c'est le sujet de toute cette inertie en matière, une fois qu'on prend une décision. Sur les avions, le sujet de la taxation, il est doublement compliqué. Il est compliqué puisque il y a une question d'inégalité derrière. Les personnes qui peuvent prendre l'avion, qui peuvent prendre l'avion régulièrement, sont les personnes qui ont les moyens de le prendre. En particulier pour des trajets qui vont beaucoup polluer. Typiquement, vous allez faire un week-end à Budapest ou à Barcelone en avion. Et après, il y a un sujet qui est un sujet financier qui est assez bloquant. Dans un monde idéal, je pense ce qu'il faudrait faire, c'est une solution qui est portée par un certain nombre d'économistes, relayée par Piketty par exemple notamment, c'est de pouvoir disposer d'un budget carbone, donc on ait
un budget carbone par personne et qu'on sache qu'on sache combien coûte la première tonne de carbone, combien coûte la deuxième tonne de carbone émise, etc. Donc si on peut mesurer pour une personne le volume de carbone émis par cette personne, on peut associer un prix. On peut dire la première tonne de carbone, c'est gratuit. La deuxième tonne, ça va coûter un peu plus cher. La troisième tonne, beaucoup plus cher, pour orienter progressivement un peu les comportements. Mais c'est quelque chose qui est très complexe, qui nécessite de pouvoir mesurer au niveau individuel très précisément le budget carbone émis par une personne. Donc il y a un nombre exceptionnellement important de défis techniques. Il y a des questions également des questions de liberté qui se posent, des questions éthiques. Dans quelle mesure vous pouvez individualiser les dépenses d'une personne et les contraindre. Donc c'est vraiment des choix de société très forts qui se posent derrière, quoi. Donc je pense qu'une deuxième étape qui est peut-être importante, c'est d'accepter de se poser ces choix de société, ces questions de société, les poser idéalement indépendamment du politique, que ce soit quasiment une institution qui porte aussi ça à long terme. Aujourd'hui, quand on voit que la capacité d'action d'un politique, c'est, je sais pas, 6 mois entre deux élections, quand il n'y a pas de censure, d'instabilité institutionnelle, c'est aussi ça. Donc il faut trouver une manière de prendre des décisions à long terme, des décisions auxquelles on puisse adhérer et qui orientent les comportements de manière significative. Donc c'est très complexe. J'arrive. Bonjour, merci pour cette conférence. On a pas mal parlé du système économique, vous avez d'ailleurs dit qu'il ne fonctionnait plus vraiment. On a parlé d'indicateurs, du coup basés sur un système économique qui ne fonctionne plus. Est-ce que vous avez étudié d'autres alternatives de système économique, comme par exemple, on a abordé le sujet en cours aussi, des questions des monnaies locales. Est-ce que ça peut être une alternative pour un système plus juste et plus respectueux de l'environnement ? Merci pour la question. Alors la question des monnaies locales, au tout départ, c'est une question qu'on avait voulu explorer dans la bande dessinée avec Julie. En gros, l'idée qu'il y a derrière les monnaies locales, c'est de valoriser, donc un peu de manière endogène, de valoriser la production de proximité. Donc on se dit, là aussi, on touche au cœur du réacteur, on touche à la monnaie, et on va se dire, avec une monnaie locale, je vais plus valoriser la production de proximité. Ça, il y avait une initiative qui a été un peu oubliée après la crise sanitaire. Dans les mesures de relance qui ont été explorées, il y avait la volonté de mettre en place des chèques alimentaires qui devaient être dépensés dans la zone où une personne habitait. Par exemple, je suis parisien, j'ai mon chèque alimentaire, je vais avoir 1 000 € que le gouvernement va me donner, je vais devoir le dépenser uniquement dans la région Île-de-France. Donc là, on retrouvait un peu ce principe des monnaies locales. Je pense que c'est une solution qui est très intéressante, qui techniquement, aujourd'hui on a les moyens techniques de la mettre en œuvre. Je ne sais pas si la monnaie est le meilleur vecteur par contre. Je pense que par exemple la notion de chèque, la notion de conditionner par exemple un certain nombre de prestations sociales peut être un meilleur levier puisque la monnaie locale, on touche quand même à des questions de confiance, à des questions un peu... des confiance qui peuvent avoir des effets de bord un peu négatifs, enfin un peu compliqués à gérer. La mode des monnaies locales est un peu passée. Mais par contre, l'idée qu'il y a derrière, je pense que c'est une idée absolument fondamentale, et à mon avis, on va y arriver. L'idée du chèque alimentaire a été portée par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, etc. Au niveau technique, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement. Et donc peut-être pour revenir sur la première partie de la question, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a les moyens techniques, on a les moyens techniques de mettre en place plein de solutions qui très vite peuvent faire changer de modèle et qui sont à notre disposition. Donc par exemple, une question qui est assez fondamentale, c'est la question de la mutualisation. Là, moi, j'ai 2 portables. J'ai un portable du bureau, mon portable perso. Ça n'a absolument aucun sens. Mes 2 portables prennent 2 cartes SIM. J'arrive, on me donne un nouveau portable. La question de la mutualisation des objets, les immeubles, je pense dans un immeuble, je ne sais pas combien il y a de machines à raclette en moyenne dans un immeuble en France.
Je suis à peu près prêt à parier qu'il y en a, je sais pas, 4-5 pour 10 personnes, pour 10 foyers. Peu de chances que les personnes, c'est pas un sacrifice extrême de ne pas faire de raclette en même temps que son voisin dans l'appart d'à côté. Donc ça, en soi, il suffit d'une application dans toutes les copropriétés qui permet de sélectionner quand est-ce qu'on prend la machine à raclette dans un local commun, et c'est réglé. La question des portables, des ordinateurs, un certain nombre de choses, aujourd'hui, on peut les mutualiser. Donc je pense qu'en termes de modèle économique, sans même tout remettre à plat du jour au lendemain, demain on pourrait aller beaucoup plus loin dans la mutualisation. Ça nécessite d'appréhender un peu différemment notre concept de propriété, donc de dire, voilà, je n'ai pas ma machine à raclette, je n'ai pas mon portable de bureau, mais c'est des choses qu'on peut mettre tout de suite en place et qui quand même changeraient beaucoup le modèle économique. Donc toutes les initiatives d'économie circulaire qu'on aborde un peu dans la bande dessinée par exemple, aujourd'hui on est quand même dans une période où on a de la chance d'avoir les moyens de le faire, les moyens de le coder assez facilement, de le mettre en place. Et donc ça, je pense que c'est une première étape qui est complètement à notre main pour améliorer facilement un peu le modèle économique. Après, changer de manière plus profonde, je pense que de toute manière on va y arriver. Il y a des questions extrêmement importantes qui se posent. Je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, mais c'est absolument fondamental dans le système actuel, la possibilité de s'assurer contre un risque. On est dans un système qui ne tolère pas l'incertitude. On s'assure contre tous les risques dès qu'on peut. Et jusqu'à présent, les risques étaient à peu près quantifiables. On pouvait les répartir. C'est la logique de l'assurance. On disperse le risque, on transfère le risque et on le disperse. Quand vous avez une région entière, comme la Californie, quand vous avez en 2023 des incendies au Canada qui emportent la surface du Portugal, là, votre risque, il est plutôt dispersé. Donc, vous ne pouvez plus vous assurer contre le risque. Donc, vous allez forcément avoir une manière différente d'appréhender la propriété. Donc, soit vous avez une logique où vous revenez à un état extrêmement puissant, c'est ce qu'on observe. Hein. Alors, ce n'est pas ce qu'on observe dans le discours, mais dans les faits, c'est ce qu'on observe. La crise sanitaire, qui est une crise qui a un certain nombre de parallèles intéressants avec ce qu'on connaît actuellement. C'est ça, c'est la PLD, là, donc le système de chômage partiel, c'est une nationalisation des salaires face à une crise sans précédent. Le fonds de solidarité, c'est une nationalisation des profits des entreprises face à une crise sans précédent. Donc on a un État qui arrive et qui a ce rôle un peu de tampon. Il y a des limites, parce que ça coûte de l'argent, c'est de la dette publique supplémentaire, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental. Peut-être si je continue ma parenthèse sur la crise sanitaire, il y a un certain nombre de parallèles. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque là, on a été confronté à un choc inévitable. Et quand on regarde d'un point de vue économique et financier ce qui a été fait en 3 ans, il y a des innovations, mais vraiment capitales, qui ont été faites et qui changent déjà le modèle un peu économique. Alors là, c'est passé en partie, mais c'est quand même qu'on sait faire des choses. Vous avez par exemple l'Italie, pour relancer la consommation pendant la crise sanitaire, qui avait prévu un système où les dépenses que vous faisiez sur certains mois en carte bancaire étaient automatiques. Vous avez un système de cashback, vous étiez automatiquement remboursé d'un certain nombre de dépenses que vous faisiez. Je fais 100 € en décembre 2020 en Italie, l'État me remboursait 10 € directement. Ça, c'est une innovation quand même technique qu'on a faite et qu'on peut tout à fait utiliser pour remplacer une monnaie locale, par exemple. Vous pouvez dire, vous faites une dépense dans une zone de chalandise. Aujourd'hui, on peut l'identifier géographiquement. Et donc, vous avez un système de remboursement, donc de subvention à la production locale. Ça, on sait le faire. Vous avez, pendant la crise sanitaire, quelque chose d'absolument fondamental qui a eu lieu. La Commission européenne a emprunté en 6 mois, donc on n'arrivait pas à le faire depuis 30 ans, a emprunté en 6 mois 750 milliards d'euros sur les marchés financiers directement et a donné aux États ou a prêté aux États ces 750 milliards d'euros. Donc la France, par exemple, a fait un plan de relance de 100 milliards d'euros. Elle a reçu un chèque de la Commission européenne de 40 milliards d'euros. C'est une dépense non fiscale, ce n'est pas quelque chose qu'on rembourse. C'est de l'argent que la Commission européenne a donné à la France. Et quand on regarde dans le détail, cet argent, il doit être remboursé en 2028 et 2058, et il doit être remboursé notamment en mettant en place une taxe sur les plastiques recyclés et cette fameuse taxe carbone aux frontières. Donc on a déjà changé un peu de système, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, mais c'est caché dans des textes, etc., donc on ne s'en rend pas forcément compte. Et ces 750 milliards d'euros,
c'était obligatoire de dépenser 20% de ces 750 milliards d'euros sur des projets environnementaux qui contribuaient à la transition écologique. Donc on a déjà fléché des dépenses là-dessus. Pas suffisamment, mais c'est quelque chose qu'on a su faire puisque la crise est arrivée extrêmement violemment. Le problème, entre guillemets, de la crise environnementale qu'on a jusqu'à présent, c'est que c'est quelque chose qui commence à se matérialiser, c'est un peu ce que je disais en introduction, mais qui ne se matérialise pas suffisamment brusquement. Mais ça va arriver, hein. De toute façon, c'est une question d'années, j'espère, de mois peut-être. Et là, il faudra changer les choses. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, c'est un livre de Davet et l'homme qui s'appelle « Le traître et l'assassin », deux journalistes du Monde. Les journalistes qui ont écrit « Un président ne devrait pas dire ça » ou « Le traître et le néant », ils disent dans leur livre quelque chose d'extrêmement, que j'ai trouvé en tout cas extrêmement intéressant. Ils comptent les rapports qui alertaient sur le risque de crise sanitaire et qui disaient comment se préparer. Et ils comptent qu'il y a eu 5 crises sanitaires. Et ils comptent qu'il y avait 51 rapports qui alertaient sur ce risque de crise sanitaire. Et malgré tout ce que ces rapports ont dit, on a tout redécouvert quand la crise s'est matérialisée. J'ai un peu peur que ce soit pareil en matière environnementale. Bon, là, ce ne sera pas 51, ce sera 5000 rapports. Et par contre, on redécouvrira, mais il faut que ce choc se matérialise. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on a des leviers, c'est qu'on a montré qu'on savait un peu innover. Donc on a quand même montré qu'on était disposé par petites touches à changer de système. Bonjour, vous avez beaucoup parlé de la boîte à outils dont disposent les économistes pour mesurer la santé économique d'un système et également des indicateurs comme le PIB. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut renouveler ces indicateurs pour prendre en compte les défis qui se posent à nos sociétés? Et est-ce qu'on a aujourd'hui des outils et des indicateurs justement qui permettent de répondre à ces questions-là? Merci. Il y a plusieurs difficultés. Peut-être si je fais une petite parenthèse, donc ces indicateurs, ce qu'on appelle cette comptabilité nationale, cette batterie d'indicateurs, elle a été construite juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été construite dans une société industrielle qui valorisait les circuits industriels et où tout passait par les prix. Donc c'était facile, ça repose sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée en économie. Chaque étape de production rajoute un peu de valeur. Donc pour faire un bien, vous produisez un boulon, vous avez ajouté de la valeur, vous vissez le boulon, vous avez ajouté de la valeur, etc. C'est facile à décompter. Aujourd'hui, ces indicateurs, même si pour l'instant on laisse de côté les questions environnementales, ils n'ont plus trop de sens dans une société de services. Vous avez, des biens qui sont gratuits et qui vous apportent beaucoup en bien-être. Donc par exemple, je sais pas, vous regardez YouTube, c'est gratuit, ça vous apporte du bien-être, ça ne passe pas dans la comptabilité nationale, alors que ça change votre manière de vivre. Les réseaux sociaux, etc. etc. Donc on a cette question sur les services qui se pose dans une société de services. En matière environnementale, c'est même pire, je ne me suis pas trop attardé là-dessus. Dans le système actuel, on a ce qu'on appelle des dépenses défensives, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose de négatif qui arrive, si vous avez un cyclone qui passe, ça augmente votre croissance, votre PIB. Là, le PIB de la France va être un peu boosté par ce qui s'est passé à Mayotte. Le PIB des États-Unis va être boosté par ce qui s'est passé en Californie. Si vous prenez par exemple vous avez un embouteillage, vous allez polluer l'air, vous allez augmenter le nombre de cancers du poumon statistiquement, et donc vous allez avoir des dépenses médicales supplémentaires, et donc votre PIB va augmenter à la fin des fins. Donc aujourd'hui, on a un problème qui est pire qu'on ne prend pas en compte. Le vrai problème, c'est qu'on prend en compte positivement des dépenses qui détruisent l'environnement. Pour moi, ça vient d'une raison principale, c'est qu'on fait dire deux choses à un indicateur qui n'est pas censé dire les choses. Le PIB, son but premier, c'est de mesurer les richesses produites sur une économie. Petit à petit, ça a un peu dérivé et maintenant on se sert du PIB pour mesurer le bien-être. On suppose que c'est une mesure du bien-être. En réalité, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est vrai pour le bien-être en partie environnementale, c'est vrai pour toute cette question de services, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter qu'il y a un indicateur de bien-être qui soit différent de l'indicateur de production. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, qui ont été un peu relancées en 2009. Donc c'est Nicolas Sarkozy qui avait demandé un rapport qui avait fait beaucoup parler, le rapport de Stiglitz-Senfitoussi, qui déjà listait un peu toutes ces limites, et donc qui ont conduit un peu laborieusement à l'émergence de nouveaux indicateurs qui sont des indicateurs de bien-être, donc qui existent un peu. On cite parfois l'exemple du Bhoutan. On dit, c'est un exemple qu'on aime bien dire, le Bhoutan est un indicateur de bien-être, de bonheur brut, etc. Mais je pense qu'en fait, il faudrait que l'INSEE, qui est à la pointe dans les instituts statistiques nationaux, qui
qui est dans les instituts statistiques nationaux les plus à la pointe sur ces sujets. Il faudrait vraiment reposer le problème à plat, dire on a un indicateur qui est un indicateur de PIB, de production. Il peut être utilisé pour piloter des politiques économiques, etc. Et il y a un indicateur de bien-être. Et après, il faut se poser la question, en tant que société, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut la production? Est-ce qu'on veut le bien-être? Et après, on choisit l'indicateur qu'on suit. Mais il faut tout remettre à plat. Aujourd'hui, beaucoup des indicateurs sont un PIB corrigé. Donc on va faire le PIB vert, qui est un peu cette notion de compte augmenté. On va corriger le PIB des dégâts faits à l'environnement. Donc on va essayer de prendre en compte les dégâts faits à l'environnement. Mais on va prendre en compte un indicateur un peu plus agrégé, l'indicateur de développement humain. On va prendre le PIB, mais on va rajouter l'espérance de vie à la naissance et le taux d'alphabétisation, par exemple, etc., etc. Mais je pense qu'il faut faire le travail sur construire quasiment de zéro un indicateur de bien-être, adapté à la société actuelle, prendre acte des limites du PIB, et se dire après qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut du bien-être ou est-ce qu'on veut de la production? Mais accepter que c'est deux questions qui sont différentes et qui aujourd'hui ne sont plus corrélées, et voire inversement. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour votre intervention. Du coup, j'avais une question. Qu'est-ce que vous pensez de la décroissance? Parce que justement, ceux qui prônent la décroissance, ils critiquent le PIB. Vous, qu'est-ce que c'est votre avis là-dessus? Alors ça, c'est le grand sujet, la décroissance. En fait, la décroissance, moi raisonner en termes de décroissance, le mot décroissance, c'est déjà raisonner en termes de production, c'est déjà à partir de ce PIB, quoi. Donc c'est se baser sur les indicateurs qu'on a actuellement pour se dire on va faire de la décroissance, on accepte de faire diminuer le PIB, d'aller plus doucement, de changer les modes de vie, etc., etc. Je pense que l'idée de piloter par un indicateur, typiquement par exemple un indicateur de bien-être, moi je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que c'est peut-être à la fin la seule chose qui compte, mais que du coup il faut accepter de partir sur un indicateur complètement différent. Pourquoi? Puisque si on raisonne en termes de décroissance pure, en tout cas telle qu'elle est relayée dans la plupart on va dire des médias traditionnels, c'est déjà partir dans la mauvaise direction puisque le problème de la superposition entre bien-être et production, il va se reposer. La décroissance, c'est typiquement une question d'économiste, puisque c'est une question que se pose. Il n'y a que les économistes qui se posent cette question, qui se disent en fait, les ressources sont peut-être limitées, donc peut-être qu'on peut pas, que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais vous dites ça dans n'importe quelle autre matière, les gens rigolent. Enfin, il n'y a aucun monde possible où on peut justifier une croissance exponentielle, un tirage exponentiel sur toutes les ressources naturelles. Donc, je pense que moi, la décroissance, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y en a historiquement, si vous regardez toutes les personnes qui ont alerté sur la décroissance, c'est des non-économistes qui sont arrivés dans le domaine et qui ont dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» Georges Skurogen, économiste roumain, nationalisé américain, qui est mathématicien de formation. Il arrive, il dit « Mais c'est mathématique, vous pouvez pas... ça ne peut pas tendre vers plus l'infini si les ressources sont limitées. » Vous avez des sociologues qui arrivent qui disent la même chose. Timothée Parry, avec ce qu'il défend sur la décroissance, c'est aussi une approche qui est un peu plus sociologique. Il arrive dans un monde sur des questions économiques. Donc c'est l'inverse de l'impérialisme habituel économique. C'est les autres disciplines qui viennent voir ce qui se passe dans l'économie et qui disent « Mais arrêtez, là, vous partez dans la mauvaise direction. » Et donc je pense qu'il faut vraiment... il faut faire très attention avec ce terme décroissance, parce que parler de décroissance, c'est déjà rentrer du mauvais pied dans le débat. La question sous-jacente, c'est à quel point on accepte de changer nos comportements pour le bien-être. Moi, personnellement, aujourd'hui, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour passer en semaine de 4 jours, globalement, en tout cas dans un certain nombre de métiers. On a le télétravail, on a des emplois de plus en plus autonomes, on a des gains de productivité latents pour certains métiers avec l'intelligence artificielle qui sont quasiment prenables immédiatement. Est-ce que ça a du sens d'être sur une semaine, en tout cas, de présentéisme de 5 jours si je reprends l'exemple du train de nuit, si demain on a des week-ends de 3-4 jours, on prendra plus de train de nuit, on prendra plus notre temps et on pourra avoir plein de bien-être en ayant des activités qui ne seront pas pour autant plus carbonées, quoi. Donc, ce terme décroissance, je pense qu'il est essentiel puisqu'il choque. Et donc les gens se disent... notre modèle économique n'est pas viable. Par contre, je pense que sur le diagnostic, j'espère que sur le diagnostic, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a un monde de ressources limitées, on ne peut pas avoir une croissance illimitée. Enfin,
c'est factuel, quoi, pour le coup. Le diagnostic, en tout cas, est factuel. Après, les implications, ça... Mais la décroissance, pour moi, c'est juste accepter de délaisser un indicateur biaisé en plus qu'est le PIB pour regarder d'autres indicateurs. Et donc de dire, les politiques publiques, à Bercy, etc., on regarde d'autres choses. C'était très intéressant et on a pas mal parlé de modèle économique et du modèle économique. Et c'est marrant parce que je me posais la question, on parle de la science économique comme une science et j'imagine qu'on décrit plusieurs modèles pour essayer de décrire la réalité. Mais d'un autre côté, les modèles influent sur la réalité parce que la manière qu'on a de les décrire et qu'on a de voir la société et les problématiques font qu'on va appliquer des modèles qui sont différents. Et donc, en soi, la science économique, son application, elle est politique. Et j'imagine qu'elle traduit des objectifs. Et par exemple, au sein d'un pays comme la France, c'est quoi nos objectifs? Et là, on parlait de la décroissance, mais j'ai une question que je me pose souvent, c'est que beaucoup de gens sont d'accord pour dire le capital, c'est n'importe quoi et tout. Alors que, moi, personnellement, je ne sais pas vraiment ce que c'est, de quoi il en retourne dans le capitalisme et le capital. Et dans une société où on dépend vachement des marchés, est-ce que notre but c'est essayer d'en sortir ou alors c'est rendre par exemple l'écologie désirable sur un plan économique et donc essayer d'en avoir une description dans laquelle c'est désirable? C'est pas vraiment une question mais c'est plus une réflexion comme ça où j'aimerais bien que vous rebondissiez. Sur la première partie qui est très intéressante, moi c'est une question que je me suis beaucoup posée, surtout en arrivant. Effectivement le modèle, donc il y a l'étape indicateur là dont on a un peu parlé. L'étape d'après c'est le modèle, c'est la manière dont on prend en compte les choses. Si vous prenez un modèle de prévision économique, c'est un modèle où vous allez décomposer tout ce qui se passe dans l'économie en plein d'étapes. Donc vous allez dire les ménages, ils consomment tel type de biens, les entreprises produisent tel type de biens qui ensuite sont consommés par les ménages. Si les ménages consomment, ils dépensent une partie de leurs revenus. Leur revenu sert en partie à épargner et donc à financer quelque chose et en partie à être consommé et donc à donner de l'argent à telle entreprise qui à son tour va pouvoir produire, etc. etc. La première manière dont l'environnement est pris en compte dans ces modèles économiques, généralement, donc ces modèles économiques qui reposent sur des hypothèses. Vous allez faire des hypothèses en disant, voilà, mes taux d'intérêt vont être comme ça, mon prix du pétrole va être comme ça, c'est les hypothèses principales, la demande mondiale, etc., va être comme ça. La première manière de prendre en compte un choc économique dans un modèle, ça va être de choquer, donc de faire augmenter brutalement le prix du pétrole, par exemple. Et on regarde ce qui se passe. Donc on voit d'un coup que les ménages vont moins consommer, que les entreprises vont avoir des coûts qui augmentent, donc les prix vont augmenter, donc les ménages vont encore moins consommer, etc., etc. Donc le modèle, effectivement, il déforme déjà un peu la manière dont on prend en compte les choses. Et après, c'est sur la base de ce modèle qu'on met en œuvre des politiques publiques. Donc il y a cette étape modèle qui peut être un peu biaisée, même si c'est des raisonnements assez mécaniques. Et je pense que petit à petit, cette étape, on peut l'enrichir. On peut s'en accommoder un peu plus facilement que si les indicateurs sont biaisés à la racine. Sur la suite de la question, personnellement, donc on est effectivement dans une société où les marchés sont extrêmement importants. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, quand on met 1 €, on veut avoir plus en retour. Et ça, c'est un peu le problème de base. Il y a plusieurs manières, je pense, d'y arriver. Soit on va arriver à un seuil où les destructions seront telles qu'on comprendra que mettre en place 1 €, dépenser 1 €, c'est quasiment une assurance, c'est une logique d'assurance, et donc on aura un retour sur investissement juste si on contribue à protéger la planète. Mais le problème, c'est que tant qu'on reste dans cette logique vraiment de finance, où on met 1 €, on veut avoir plus, on contribue à entretenir un système qui valorise la production du toujours plus, et c'est un peu sans fin, quoi. Il y a quand même des petites solutions qui existent, donc moi j'en avais pas forcément connaissance jusqu'à il y a peu. Donc je travaille à la Caisse des dépôts, comme on disait en introduction. À la Caisse des dépôts, donc la Caisse des dépôts, une des missions de la Caisse des dépôts, c'est de gérer l'argent du livret A et de se servir de l'argent du livret A pour investir dans le logement social et dans la transition écologique. Pour faire ça, il y a un petit département, la gestion d'actifs, qui va gérer les actifs. Donc il va vraiment investir, qui met des tickets, plusieurs dizaines et centaines de millions d'euros, donc c'est plusieurs milliards en cumulé, dans des fonds d'investissement, par exemple, pour avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, dans la manière dont ils vont sélectionner les fonds d'investissement, ils prennent en compte, ils assument de dire notre seul critère, c'est pas la rentabilité, on va prendre en compte des critères
qu'on appelle ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, par exemple. Donc on essaye un peu d'orienter à l'origine. La Caisse des dépôts peut le faire, puisque c'est un acteur qui est sur du très long terme et qui est un peu moins sensible à la rentabilité que les autres. Il montre aussi, c'est la preuve qu'on peut faire de la finance un peu plus verte en investissant et en ayant un retour sur investissement. Alors certes, on a une rentabilité qui peut être un peu moindre, mais on gagne quand même de l'argent. Donc c'est un système qui fonctionne. Il y a une deuxième manière d'influencer les choses, c'est ce que la Caisse des dépôts porte aussi. C'est par exemple, ils ont lancé il y a peu de temps une initiative pour faire un fonds d'investissement sur la biodiversité. Donc là, il y a normalement deux termes qui ne sont pas forcément très réconciliables. Mais l'idée, c'est de dire, si en tant qu'acteur public, je montre un peu l'exemple, je démontre que c'est possible, à ce moment-là, je vais pouvoir régler un peu cette question de capital, mais il faut que quelqu'un prenne ce risque au départ, quoi. Et donc la Caisse des dépôts et la Banque de France travaillent actuellement sur cette initiative de place qui vise à modifier les comportements de place, et c'est un peu démontrer aux autres fonds d'investissement que c'est possible d'intégrer ces questions de biodiversité, par exemple, tout en gagnant de l'argent. Donc là, c'est un peu la preuve par l'exemple. Et je pense que ce rôle-là, c'est un rôle absolument que l'État doit assumer et doit montrer, puisque aucun fonds d'investissement spontanément n'ira prendre ce risque juste pour montrer que c'est possible. Donc il y a des leviers qui existent, et après le cœur du problème, c'est ça, c'est que tant qu'on ne mesure pas, tant qu'on n'intègre pas dans notre manière de compter, il faut réapprendre à compter, quoi. Quand on n'intègre pas dans notre manière de compter les dégâts faits à l'environnement, tout est biaisé, et la finance, c'est ça de manière démultipliée, puisqu'en finance tout va plus vite, c'est des milliards et des milliards d'euros. J'évoquais tout à l'heure un peu les activités de la Banque de France. Il y a quelque chose. Donc la Banque de France est responsable de la politique monétaire, donc de choisir un peu les taux d'intérêt dans l'économie. Quand les taux d'intérêt sont tombés à zéro, la Banque de France a mis en place un programme, un peu un bazooka monétaire, un programme d'achat massif d'actions sur les marchés financiers et d'obligations. Donc tous les mois, la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, achetaient des milliards et des milliards d'euros sur les marchés financiers d'actions. Ça, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. On dépense tous les mois des milliards et des milliards d'euros. Au plus fort de ces programmes, la Banque Centrale Européenne rachetait 80 milliards d'euros d'actions tous les mois. Pour que vous ayez les ordres de grandeur, le plan de relance que la France a mis en œuvre après la crise sanitaire, qui est sur 5 ans, c'est 100 milliards d'euros. L'argent que la Caisse des dépôts mobilise pour la transition écologique, une grosse enveloppe à horizon 2030, c'est 100 milliards d'euros. Donc sur 6-7 ans. La Banque Centrale Européenne, c'était 80 milliards d'euros d'achat d'actions par mois. Si vous arrivez à faire, parce que certains économistes poussent, du quantitative easing vert, donc à dire, je mets ces 80 milliards d'euros, mais je fais en sorte qu'ils aillent un peu plus aux entreprises qui protègent l'environnement et un peu moins aux géants pétroliers, par exemple, là, vous orientez, mais tout de suite massivement des grosses quantités d'argent, et donc vous allez subventionner, mais de manière vraiment industrielle, et plutôt facile à faire, les secteurs qui aident, les mêmes financiers, qui aident à la protection de l'environnement, ou qui contribuent ou qui dégradent moins. Mais ça, pour être fait, pour être effectif et pour être efficace, il faut pouvoir identifier quelles sont les entreprises qui sont vertueuses ou pas. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais donc, ça montre aussi qu'au niveau financier, il y a des capacités. Et moi, c'est ma conviction, c'est que au niveau financier, on peut mobiliser énormément d'argent, mais des montants qui sont infiniment plus que ce qu'on gagnerait avec une taxe ou ce qu'on gagnerait avec un programme d'investissement, très rapidement. Mais ça, il faut que l'indicateur au départ soit fiable. Mais si vous avez un indicateur fiable, après, ça peut aller. Le quantitative easing en cumulé, c'est 2000 milliards d'euros sur la crise, juste sur la fenêtre de la crise sanitaire, 2020, 2021, 2022, 1850 milliards d'euros. C'est les 2/3 des richesses créées en France sur une année qui sont déversées dans l'économie. Donc on a cette capacité d'action qui est massive, mais il faut pouvoir le mettre en œuvre. Et là aussi, du coup, il faut changer de lunettes pour pouvoir orienter. On n'a pas une étudiante qui veut prendre une question? Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question du coup dans le même sens de ce que vous expliquiez sur les crédits biodiversité. Parce que c'est compliqué à quantifier la biodiversité. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez et quel est votre avis sur ça?
Alors, moi, je suis très sensible aux questions de biodiversité. Ce que j'ai pu observer, c'est que la biodiversité, c'est encore très très largement impensé. Aujourd'hui, on apprend beaucoup les choses avec le climat. Pourquoi? D'un point de vue, là encore, purement économique, puisque c'est facile. C'est 1 tonne carbone, on identifie, c'est à peu près la même partout et c'est identifiable. La biodiversité, c'est infiniment plus complexe. Donc tous les problèmes qu'on évoque depuis le début, vous les transposez à la biodiversité, c'est démultiplié. Une espèce s'éteint. Là, j'ai commencé la semaine, vous avez peut-être eu la notification du Monde avec l'extinction du courlis à bec grêle, il me semble, où c'est la première fois qu'un oiseau continental s'éteint. Donc quelque chose qu'on a sous les yeux, c'est quand même une sacrée alerte. Ça pose une question. La biodiversité, c'est des effets qui sont encore plus irréversibles, c'est encore plus des effets de seuil. Quand vous voyez qu'il y a 3/4 des insectes qui ont disparu en 30 ans, pareil pour les populations d'oiseaux, qu'on détruit je ne sais pas combien d'espèces parce qu'on n'a pas encore découvert dans l'océan tous les jours, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ce qui est compliqué avec la biodiversité, c'est que les effets sur l'économie sont un peu plus durs à voir, pour l'instant. Mais comme il y a un mur, on va commencer à les voir. Je parlais un peu tout à l'heure de la pollinisation. La pollinisation, aujourd'hui, c'est un chiffre que donne Tatiana Giraud, dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, pour la production cultivée, la production cultivée dépend à 75% de la pollinisation. On est arrivé à des seuils où on pollinise, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, on pollinise au drone en Californie, on pollinise au pinceau en Chine. Donc ce service naturel, qui est un service gratuit, on n'arrive plus à le faire. Donc il y a un vrai sujet sur la biodiversité. Il y a ce travail d'indicateur qui doit être fait, qui est encore plus complexe. Il se trouve qu'à la Caisse des dépôts, donc il y a une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Biodiversité, qui travaille sur la construction d'un indicateur qui soit un peu comme l'indicateur de l'empreinte carbone, si vous voulez, mais pour la biodiversité. Ce qu'on appelle le Global Biodiversity Score, le GBS, par exemple. Aujourd'hui, sur le marché, il y a 2 indicateurs un peu concurrents qui essayent de mesurer sa biodiversité et qui commencent à être utilisés, par exemple, dans les programmes un peu de compensation. Vous êtes la SNCF, vous dites je veux construire une nouvelle ligne TGV ou une nouvelle autoroute, on va vous dire ok, vous compensez, vous achetez tant d'hectares avec tel gage en termes de biodiversité, et du coup ces hectares, pour les quantifier, il faut passer par un indicateur. Donc ces travaux commencent à se développer, existent. Ces biodiversités, c'est 50-60 personnes, c'est une structure qui grossit pas mal. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera absolument fondamental, mais on en est encore loin, quoi. Là, ils sont en train de construire, ils font un peu ce travail de construction d'indicateurs aussi, mais avant que ce soit approprié et avant que ce soit compréhensible dans le débat public, il y a du temps. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve assez paradoxal, parce que je trouve plus concret de parler aux gens d'animaux qui s'éteignent et de plantes qui disparaissent, que de tonnes carbone dans l'atmosphère qui augmenteront la probabilité de pollution ou de cancer dans X années, quoi. Donc c'est quelque chose qui est palpable, et pourtant, même alors que c'est palpable, on a quand même beaucoup du mal à l'intégrer. Et après, vous avez aussi tout qui se démultiplie. Ce qui se passe sur les PFAS, qui est quand même incroyable, là c'est encore plus compliqué. Vous êtes sur de l'impalpable, sur du très long terme, qu'on ne peut pas mesurer, et où le peu de mesures qu'on fait sont biaisées par les industriels. Donc ça, c'est l'étape d'après, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous aviez évoqué le marché du carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que c'est un peu flou pour moi, notamment quels sont les acteurs, l'échelle du marché, est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage mondialement ou sur une échelle plus locale? Ouais. Et les enjeux actuels sur le marché. Vous parliez tout à l'heure du système de taxes qui s'oppose à un système d'investissement où on va chercher une rentabilité. Dans le marché du carbone, pour moi, ça me paraît compliqué d'être dans cette logique d'investissement où on cherche un gain, parce que je ne vois pas où il est, mais peut-être que je me trompe. Voilà. Okay. Alors ouais, c'est une question importante, complexe. Donc en fait, la première chose, le marché du carbone, c'est une logique de pollueur-payeur. Donc le gain que vous avez, il vient du fait que si vous ne le faites pas, l'État vous fait payer. Donc la responsabilité, elle est d'abord prise par l'État. Donc l'État, en fait, il a de manière très schématique 4 façons de protéger l'environnement, très très schématiquement.
Il y a la réglementation, vous interdisez. Vous dites c'est pas possible. Vous mettez un quota, une borne maximale. Vous avez la taxation, vous allez taxer pour modifier les comportements, orienter les comportements. La réglementation, c'est centralisé. La taxation, c'est décentralisé. Vous avez le choix, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez, mais il faut payer. Vous avez le recours au marché et vous avez l'investissement, globalement. L'État investit directement. La taxe carbone, c'est un mélange entre marché et taxation. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à saisir. L'idée de la taxe carbone, c'est de dire, quand vous faites une activité, quand vous produisez, vous polluez un peu l'environnement. Si vous polluez, vous devez payer. Principe du pollueur-payeur. Pour faire ça, ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne s'est dit on va mettre en place un marché carbone à l'échelle européenne. Donc la Commission européenne, de manière très schématique, donne chaque année aux industriels, un certain nombre de secteurs qui sont identifiés, un volume de carbone. Donc vous êtes une entreprise, je vais vous dire, vous avez le droit, c'est un peu comme le budget carbone qu'on évoquait tout à l'heure, vous avez le droit de polluer à hauteur de tant de tonnes de carbone par an. Si vous voulez polluer plus, il faut acheter une tonne de carbone supplémentaire. Vous l'achetez à qui? Vous l'achetez à votre voisin qui a eu le même budget. Donc vous allez vous retrouver en situation de marché. Vous allez vendre ou acheter du carbone. Si vous êtes vertueux, vous allez vendre votre droit à polluer. Si vous polluez beaucoup, vous allez devoir acheter, donc vous allez être pénalisé. Donc normalement, en faisant ça, on recrée une incitation à ne pas trop polluer. Donc moi, je me dis, si je pollue, si je suis chef d'entreprise, j'ai un budget de 100 tonnes de carbone pour produire ma 101e tonne de carbone, bah, je vais devoir passer à la caisse, je vais devoir aller acheter à côté. Cette logique, elle a été faite au niveau européen, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays. On l'a un peu aux États-Unis. C'est comme ça que Tesla fait ses super bénéfices. La grande innovation de Tesla, c'est récupérer les quotas carbone de l'industrie, d'une industrie qui était complètement dépendante de ça. Donc vous avez une entreprise qui du jour au lendemain arrive et hyper vertueuse, et donc récupère indirectement les subventions auprès de General Motors, qui eux ont besoin d'acheter des tonnes carbone pour polluer. Vous avez en Chine, etc. etc. Dans une situation idéale, vous avez un marché de carbone unifié partout dans le monde. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Les problèmes qui se posent, le premier problème qui se pose, c'est comment on fait pour unifier ce marché du carbone à l'échelle mondiale. Ça, c'est très compliqué, les réglementations ne sont pas les mêmes, ça change, les États sont souverains, on ne peut pas imposer à un autre État, on ne peut pas les dire aux États-Unis, branchez-vous sur notre marché. La solution explorée par la Commission européenne, cette taxe carbone aux frontières, c'est de dire on étend la logique aux entreprises qui arrivent sur le territoire. Donc le premier enjeu, c'est éviter les fuites de carbone. Éviter qu'en mettant en place la taxe, une entreprise se relocalise ailleurs. Le deuxième enjeu, c'est, et là c'est vraiment le cœur du sujet, c'est quels sont les secteurs que je touche. Quand vous regardez en détail la taxe carbone, le secteur aérien n'est pas concerné. En gros, tous les secteurs les plus polluants ne sont pas concernés. Donc vous avez des exceptions pour, par exemple, les industries qui consomment énormément d'énergie pour la production de verre, des choses comme ça, le secteur aérien, etc. etc. Donc aujourd'hui, le premier problème, c'est ça, c'est qu'on a des gros trous dans la raquette et que derrière ce dispositif, les secteurs qui ont des lobbies suffisamment puissants ne sont pas concernés. Donc il y a un système qui est prévu de monter en charge progressive sur plusieurs années pour intégrer ces secteurs et au moins couvrir tout le monde. Troisième enjeu, qui est aussi très complexe, c'est quel prix on met à la taxe carbone, à la tonne de carbone. Le prix, il va dépendre des quotas que vous donnez au début. Si je vous donne 100 tonnes de carbone, si l'année d'après je vous donne 50 tonnes de carbone, bah, vous allez devoir trouver des solutions pour baisser votre consommation, sinon ça va vous coûter très très cher. Donc c'est quel est le volume de tonnes carbone que je donne à mon industriel et comment j'évolue dans le temps. Donc, autrement dit, comment faire pour qu'à la fin des fins, le prix de la tonne carbone, qui va se déterminer sur le marché offre-demande, soit suffisamment incitatif. Un des problèmes aujourd'hui, c'est que ce n'est pas suffisamment incitatif. Une tonne carbone en 2021, c'était 30 € à peu près. Aujourd'hui, en 2023, là, j'ai pas les derniers chiffres, c'était 90 €. Donc, ça a fait x3 parce qu'il y avait des questions un peu conjoncturelles, mais c'est un prix qui est pas suffisamment incitatif pour vraiment changer les comportements. Donc, c'est un peu les trois grands enjeux, si on résume. Pour rebondir sur le plan de relance européen que j'évoquais tout à l'heure, la Commission européenne a 750 milliards d'euros du coup à rembourser. Et donc, il y a cette incitation à mettre en place cette taxe carbone pour faire quand même rentrer de l'argent pour rembourser ça. À mon avis, c'est un dispositif qui est très complexe. Il y a beaucoup de réticences. C'est un dispositif qui est très beau sur le plan intellectuel.
qui était pensé, un système. C'est vraiment une taxe qui doit se créer, qui idéalement, une fois que toute l'industrie s'est convertie, n'a plus de produits, donc disparaît toute seule. C'est quelque chose qui est très beau sur le papier. En réalité, c'est extrêmement compliqué. Ça, plus vous avez peut-être vu les séries d'Argent et de Sang, Les Rois de l'arnaque, etc., toutes les dérives qu'il y a eu sur les taxes carbone, où là, c'est des milliards et des milliards d'euros qui sont aussi détournés face à la complexité du dispositif initial, quoi. Donc l'alternative, souvent en matière environnementale, mais qu'on a du mal à prendre, c'est la réglementation. C'est de dire, vous n'avez pas le droit d'émettre plus de 100 tonnes de carbone. Débrouillez-vous, c'est l'alternative. Alors il est 11h50, il nous reste 25 minutes, donc je propose d'ouvrir les questions à tout le monde. Donc les étudiants, vous pouvez continuer, mais les extérieurs, vous êtes aussi invités à poser des questions. Moi, ma question, ça reprend un peu sur les entreprises vertueuses. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises de services, notamment. Donc, comment est-ce qu'on quantifie, comment est-ce qu'on estime qu'une entreprise de service est vertueuse ou non? Et quels sont les leviers après d'action sur ces sujets-là? Voilà, merci. Alors ça, c'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse à la question. Aujourd'hui, on est plutôt dans la première étape où on raisonne beaucoup par secteur. Et donc, les services sont souvent considérés par défaut comme neutres ou ayant peu d'impact sur l'environnement. L'étape d'après, vers laquelle il faudra aller, mais tout est encore à faire là-dessus, c'est discriminer en fonction des services. Et les services, c'est très compliqué l'économie de service, puisque du coup on a généralement un jeu de filiales, de prestataires, etc. etc. Le lieu de la production, de la création de richesse est beaucoup plus difficile à identifier. Si je suis une industrie, je sais où j'ai produit cette bouteille d'eau, et donc je peux un peu remonter et voir où la création de richesse a eu lieu dans la chaîne de valeur. Le service, comme il y a plein de jeux comptables, fiscaux, etc., qui permettent de déplacer un peu les centres de profit, les centres de... l'histoire un peu derrière l'activité économique, c'est beaucoup plus dur à quantifier. Si vous regardez tout simplement en matière fiscale, les impôts payés par les GAFA en France, c'est juste le résidu incompressible d'impôts publicitaires, mais le gros de l'activité, vous l'envoyez dans le paradis fiscal que vous voulez et il ne sera pas taxé. Donc après, c'est plus compliqué. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces schémas, tout ce qu'on dit là, ça nécessite de pouvoir tracer une chaîne de valeur. Et ça, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Si je vous demande pour tel service, donc vous publiez une photo, une publicité sponsorisée sur Instagram, quelle est la chaîne de valeur? Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué à dire. Et tant que vous ne pouvez pas trancher cette question, c'est très dur de classer les entreprises. Donc aujourd'hui, on a un maillage qui est beaucoup moins fin, qui va être plutôt par secteur, par type de biens produits. Et la question des services, qui est énorme, je pense sera traitée, je ne sais pas dans combien de temps, mais un peu après, quoi. Mais c'est fondamental. Bonjour. Bonjour. Depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup d'investissements, de taxes, de législation. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, par exemple, on a toujours une logique de production qui paraît un peu sourde à ces impératifs-là? Et comme vous le mentionnez, on a toujours 7 000 milliards d'investissements dans les subventions fossiles. Et est-ce que vous pensez que seulement avec les législations, on va pouvoir renverser la tendance? Ou est-ce qu'il ne va pas falloir reconsidérer plus fondamentalement nos modes de production Non, c'est... là, je prenais un peu la casquette institutionnelle, mais une chose est absolument sûre, c'est que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Là, ce que j'ai décrit pour l'instant, c'est beaucoup de dispositifs un peu en avance de phase, plutôt pour montrer que les institutions se saisissaient quand même de la question. Plus, ce que je vais vous montrer, c'est que les institutions publiques s'en saisissent plus que l'image qu'on peut avoir de l'extérieur. Moi, le premier, par exemple, avant d'arriver à la Caisse des dépôts, je ne voyais pas forcément toutes les implications et je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces initiatives qui existaient. Et que ça change quand même assez vite, avec beaucoup de guillemets. Par contre, un truc est sûr, c'est que ça ne suffira pas. Tous ces dispositifs, si on n'embraye pas derrière, si le secteur privé ne suit pas, si les consommateurs ne suivent pas, ça ne changera pas. L'autre manière de prendre le sujet, qui à mon sens est quasiment aussi puissante, voire plus puissante, c'est par la consommation. Aujourd'hui, consommer, on dit parfois consommer c'est voter, consommer c'est déjà orienter le comportement. Si demain tout le monde arrête d'acheter du Nutella, plus de Nutella, c'est terminé. Donc tout le travail de sensibilisation par exemple, je pense à l'asso Quota Climat, peut-être que vous connaissez toutes ces assos, ou au scandale par exemple sur les bombes carbone, l'enquête sur les bombes carbone qui a été portée par 2 assos, Data for Good et les Éclairés l'an dernier. Toutes ces initiatives citoyennes, elles ont un impact aujourd'hui qui est
qui est démultiplié, qui est beaucoup plus important. Quand vous voyez, par exemple, moi j'ai passé toutes mes études, on m'a dit il y a des États souverains, les États font ce qu'ils veulent, on ne peut pas conditionner les États. C'était un peu le logiciel. Quand vous voyez l'an dernier que les initiatives de quelques influenceurs permettent de faire reculer la Norvège sur l'exploitation des fonds marins, vous dites le pouvoir, il n'est pas là où on le croit. Aujourd'hui, une initiative citoyenne peut faire changer les choses beaucoup plus qu'un politique qui a sa temporalité, qui a ses propres intérêts, où tout est confondu. Donc je pense que le premier levier d'action qui est à la main de tout le monde, c'est la consommation, c'est les modes de consommation et les choix de consommation. Alors il faut sortir de cette logique qui est aussi une logique assez économique, où on dit passager clandestin, mais si moi je prends l'avion et que l'autre continue à le prendre, ça ne sert à rien, etc. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Il y a une prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, qui a travaillé sur ces questions et qui, elle, s'opposait beaucoup à la taxe carbone. Elle disait la taxe carbone, c'est une logique de marché, on continue à aller dans ces questions économiques, etc. Mais il y a plein d'autres solutions qui existent, et elle démontre, avec plein d'exemples à l'appui, qu'on reprend un peu dans la BD, elle démontre qu'il y a des modes d'organisation, des modes de production alternatifs. Typiquement, par exemple, elle insiste beaucoup sur le système de communauté. Elle dit, si je suis ce que me disent les économistes traditionnels, il faut une taxe carbone pour un marché, pour orienter les comportements. Elle dit non, mais on a plein d'exemples autour de nous, en Amérique du Sud, au Japon, en Inde, de communautés qui arrivent à préserver leur environnement et qui passent pas par des notions de propriété, par exemple, c'est d'autres manières de prendre le sujet. Donc je pense que la consommation individuelle, les initiatives citoyennes, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus puissant et beaucoup plus important peut-être que ce qu'on peut faire sur des temporalités beaucoup plus longues, en tout cas c'est complémentaire du côté des institutions. Mais comprendre que quand je consomme quelque chose, quand j'achète quelque chose, j'exprime une préférence, c'est déjà fort. Et pour moi, il faut absolument compter. Il ne faut surtout pas attendre que les institutions règlent tous les problèmes. Donc, ouais, il faut faire de feu de tout bois. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a vraiment pas de raccourci sur ce point, quoi. Bonjour, merci pour la conférence également. J'avais une question par rapport aux fonds d'investissement vert, par exemple. Ces fonds d'investissement vert, dans le fond, ils sont toujours dans une logique de rentabilité, en fait. Et ça, je me pose la question de est-ce que ce ne serait pas possible de viser plutôt un système qui viserait plutôt un équilibre économique avec des mécanismes de résilience plutôt que rentabilité? Et comment ce serait possible de mettre en ça dans le monde actuel qui, justement, est gouverné par cette notion de si je donne quelque chose, je veux quelque chose en retour? C'est la grande question. C'est la grande question. Si on arrive à s'extraire de cette logique, globalement, c'est pas que c'est gagné, mais c'est qu'on arrive à sortir de toutes les logiques financières et tout ce que ça implique, quoi. Je pense que c'est très compliqué. Moi, de ce que je vois un peu au quotidien, c'est très compliqué. Les gens raisonnent vraiment que comme ça, beaucoup comme ça. Ça se fait, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est un écosystème qui est très imbriqué. Vous avez au tout départ l'investisseur, après vous avez le fonds qui a des impératifs de rentabilité qui doit remonter, etc. Là aussi, je pense que ça ne peut quasiment que passer par un indicateur fiable. Donc si moi on me dit, je mets 100 € dans un fonds et j'ai en retour mes 100 € plus l'inflation, donc je suis neutre, mais que j'ai la garantie que ça a permis de protéger un peu l'environnement, de réduire les risques sur la biodiversité ou d'avoir tel ou tel effet en retour, je pense que ça permettrait d'accepter et de changer. Il y a un exemple que je trouve un peu intéressant qui montre que c'est important de savoir un peu ce qu'on a en retour. Vous avez, généralement en finance publique, vous avez un principe qui est très fort, c'est le principe de l'universalité budgétaire. Donc quand vous avez une taxe, vous ne savez pas à quoi cette taxe va servir. C'est une manière de dire, c'est depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une manière de dire, il y a un consentement à l'impôt, je donne de l'argent à l'État, et l'État ensuite le disperse comme il veut, il vote le budget, il y a le Parlement qui donne son avis, etc. Vous avez quelques exceptions, toutes petites à ça. Une des exceptions, c'est les taxes sur les bateaux de plaisance, par exemple. C'est une petite taxe, pas très connue, et donc cette taxe sur les bateaux de plaisance, le produit de la taxe, il sert en grande partie à mener des actions de conservation et de préservation du littoral, par le conservatoire en charge de ces questions. Donc là, vous avez un exemple où, alors c'est pas dans la logique de fonds d'investissement, mais c'est un peu la même, vous acceptez de donner une taxe, c'est une taxe qui n'est pas remise en cause,
puisqu'elle va vous bénéficier un peu directement. En tout cas, vous savez au moins à quoi ça sert. Donc je pense que là aussi, si on arrive à retracer le à quoi ça sert, avec des indicateurs qui sont fiables, qui sont mesurables et dans lesquels les personnes croient, on pourra sortir de cette logique. Et on dira, en retour, certes, j'ai de l'argent que j'ai donné et j'ai en retour, mais j'ai aussi la garantie d'avoir protégé l'environnement. Je pense que les exemples que je donnais un peu en introduction, le fait que les catastrophes climatiques donc, sont de plus en plus grosses et surtout sont de plus en plus matérielles, visibles, ça commence à... Enfin, on commence un peu à se dire il y a tel effet, il y a telle décision qui est prise, c'est pas anodin, quoi. Moi, je l'ai beaucoup vu en allant récemment dans le Nord, après les inondations qu'il y a eu dans le Nord-Pas-de-Calais. Si vous regardez les débats qu'il y a eu sur les plateaux télé, les discussions, les préoccupations des personnes, on voit qu'on sort un peu de cette logique et qu'on se dit une action va avoir des conséquences et ces conséquences, à la fin, c'est mon quotidien. Donc quand on peut refaire un peu cette chaîne, ça ira. L'autre problème et l'autre gros défi, c'est que la finance est aujourd'hui éminemment mondialisée. Et donc, ça favorise un peu ce côté recherche de la rentabilité. Moi, globalement, si je mets un argent dans un fonds d'investissement, je ne vais pas savoir s'il investit dans ma rue. Enfin, je ne serais pas très content s'il investit dans ma rue, donc je ne vais pas financer le projet qui est dans ma rue. Je vais dire, bon, ça ira ailleurs et je ne vois pas les conséquences. Donc, revenir au local, peut-être sur la question, sur les monnaies locales ou ce qu'il y avait, c'est aussi cette logique, je pense, un peu de responsabilisation et de se dire, on fonctionne au niveau local. Et je pense qu'au niveau local, ça peut un peu mieux fonctionner. La plupart des communautés étudiées par cette prix Nobel, Elinor Ostrom, sont des communautés avec des fonctionnements très locaux. C'est une des manières qu'elle trouve pour résoudre cette question de finance mondialisée, raisonnement mondial, etc., etc. Donc, peut-être d'abord au niveau local, à condition qu'il y ait un indicateur qui soit pertinent et dans lequel les personnes croient. Et je pense qu'après, le reste, avec un peu de chance, peut suivre. Du coup, ma question, elle porte sur l'échelle à laquelle on pense les solutions. Du coup, là, justement, vous avez un petit peu évoqué. Est-ce que ça fait vraiment sens de penser des solutions à l'échelle locale? Parce qu'on sait que les conséquences, ou à l'inverse, les bénéfices d'actions qu'on pourrait prendre, sont seulement, essentiellement, à une échelle mondiale ou globale. Alors ça, je pense que c'est le genre de raisonnement dans lequel faut pas tomber, à mon avis. Puisque moi, quand je travaillais sur la BD, on m'a dit à 2 reprises, 2 personnes différentes m'ont dit une phrase que je trouve assez juste, c'est le problème de l'optimisme et du pessimisme, c'est que c'est deux positionnements qui invitent à l'inaction. Donc, quand on se dit les décisions que je prends à l'échelle locales sont diluées par ce qui se passe au niveau mondial, à mon avis, c'est un raisonnement dont il faut faire vraiment attention. Si je reprends encore la Elinor Ostrom, quand on en parlait, elle a montré que les actions de protection de l'environnement à l'échelle locale permettaient d'avoir des bénéfices locaux. Donc, les actions que vous prenez pour réduire la pollution, par exemple, vous diminuez dans votre zone d'habitat la probabilité d'avoir un cancer, la probabilité d'avoir certains types de catastrophes précises, pollution des sols, etc. Les PFAS, par exemple, c'est typiquement un enjeu local. Alors, c'est un double enjeu, c'est mondial, etc., mais il y a des zones où c'est concentré, et donc on voit ce retour au local. Quand on disait l'industrie chimique dans le sud de Lyon pollue, envoie dans l'air, mais c'est pas grave, c'est l'air de la Terre, ça se diffuse. Aujourd'hui, ce matin, il y a des mesures dans l'air de Lyon, on voit que les PFAS sont mesurés dans l'air ambiant. Donc il y a ces enjeux au niveau local. Quand vous avez en 2008 les JO à Pékin et que vous avez les politiques ciel bleu qui sont mises en place depuis, où on pollue moins pour qu'on puisse voir un bout de ciel bleu, c'est des questions qui sont locales. Et c'est des questions qui sont véritablement importantes. Moi, j'ai 2 amis là, qui sont diplomates, qui ont été mutés le mois dernier à New Delhi. Donc je ne me rendais pas forcément compte, donc je les félicite quand ils m'annoncent la nouvelle. Et en fait, ils me disent qu'ils ont beaucoup hésité à y aller, puisqu'ils ont conscience qu'en allant là-bas, ils donnent des années d'espérance de vie, puisqu'ils vont dans la rue, les gens se promènent aujourd'hui, alors on parle avec des masques FFP2, ils ont des purificateurs d'air au bureau et chez eux, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui en Inde, et c'est des choses qui sont des enjeux qui sont complexes, etc., mais c'est aussi du local, des initiatives locales.
un des éléments qui contribue à faire ça, c'est que vous avez une saison où les agriculteurs brûlent les restes des cultures et donc la pollution contribue à se concentrer dans la ville. C'est une des raisons parmi tant d'autres, mais c'est des questions qui sont vraiment locales. Donc à mon avis, le double risque de raisonner comme ça, c'est de se dire « je fais rien », puisque je reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre, et à moins que tout le monde, du jour au lendemain, décide de faire la même chose, on ne va pas changer les choses. Et ensuite, même si on reste dans une logique très rationnelle et très cadrée, ça a un sens de se protéger son environnement au niveau local, un, par principe de précaution, et deux, puisqu'on peut avoir des retombées directes et mesurables, quoi. Ce qu'on appelle des externalités positives en économie. Bonjour. Vous avez dit qu'on n'avait pas les bons indicateurs, que effectivement les indicateurs financiers étaient peut-être plus à la page, qu'il fallait passer sur les indicateurs, qu'il fallait compter différemment, qu'on avait un problème sur compter. Donc nous, ingénieurs, on se dit on est très fort dans compter, donc c'est ce qu'on va faire. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas trop ce qu'il faut faire compter. J'ai l'impression que c'est justement le problème de l'ingénieur, que quelque part, on a déjà ce qu'il faut pour prendre des décisions et que compter, c'est un peu perdre du temps. Enfin, vous l'avez dit, en quelques millénaires, on perd 2/3 des arbres, en quelques dizaines d'années, on perd 2/3 des mammifères sauvages et des poissons, et en quelques années, on perd 2/3 des insectes. On a atteint 6 des 9 limites planétaires par le Stockholm Resilience Center. Est-ce que c'est pas suffisant pour se dire, et en plus vous l'avez dit, créer des indicateurs qui se basent sur la biodiversité, c'est extrêmement complexe. Est-ce que c'est pas justement notre problème de vouloir compter? Est-ce que c'est pas justement ça qui nous mène à l'inaction? Est-ce que, en fait, moi j'ai l'impression que, pour le dire avec une métaphore, j'ai l'impression que la maison brûle, tout le monde se regarde pour se dire il y a combien de gaz qui est en train de sortir de la maison, c'est quoi la surface, c'est quoi la courbe de progression des flammes, alors qu'en fait il faut juste prendre un seau d'eau, quoi. Ouais. Non, tout à fait. Cette logique de... En fait, cette logique de compter, de dénombrer, d'identifier, même de définir, c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, mais effectivement, on est face à une situation d'urgence et on est en train de... pour reprendre votre métaphore, on est en train de construire le thermomètre qui nous permettra de s'assurer qu'il y a bien le feu à la maison. Globalement, le diagnostic est fait, on sait ce qui se passe. Et voilà. En fait, moi, je pense que c'est plutôt un problème de volonté politique, pour le coup. C'est qu'on essaye de faire des usines à gaz pour faire la définition la plus précise, compter le plus précisément possible, l'indicateur le plus fin, sans dire j'accepte de mettre en production un indicateur imparfait. C'est pas grave si je me trompe un peu sur tel secteur, c'est pas grave si y a tel ou tel effet, mais une fois que la chose est en production, après, on peut se permettre de l'améliorer. La Commission européenne porte beaucoup cette question de définition et de compter, ce qu'on appelle la taxonomie verte. Ça fait 15 ans qu'elle est dessus. Donc là, on commence à avoir des premiers règlements, etc. Mais à l'instant où les règlements sont sortis, les lobbies arrivent, disent non, c'est pas ça, c'est pas exactement. Vous m'avez mis, par exemple, les dépenses pour l'armement sont comptées en neutre dans un budget vert. Les dépenses, certaines dépenses énergétiques, pareil, le gaz, etc. Je crois que c'est compté en neutre. Donc, posez des questions. Donc, je pense qu'il faut effectivement accepter de dire, on a quelque chose sur étagère. C'est pas parfait, ça ne le sera jamais. De toute façon, on essaie de capter la complexité du vivant qu'on ne comprend toujours pas. Mais on part sur cette base, tant pis. C'est une situation d'urgence, comme pendant la crise sanitaire. Il y aura des choix à faire, il y aura des secteurs qui seront entre les deux, qui seront comptabilisés en secteurs néfastes, et tant pis. Et après, on adapte en avançant, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un des gros risques de cette logique de toujours vouloir définir, compte, etc., c'est que c'est quelque chose qui met du temps et qui ne sera jamais parfait, qui ne sera jamais mis en production. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que le levier à activer prioritairement, il y a beaucoup d'économistes qui défendent ça, je citais par exemple tout à l'heure Weitzman, c'est de dire on est dans une situation où la maison brûle, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, donc dans le doute, c'est principe de précaution. On prend à chaque fois la borne la plus prudente et après on verra. Mais il faut le faire maintenant. Il disait ça en 1982. Mais effectivement, je pense qu'il faut pas tomber dans ce piège-là de... La biodiversité, je pense que ça peut être l'affaire de plusieurs décennies, quoi, pour avoir un indicateur un minimum fiable. Et entre-temps, elle aura changé, etc. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, un peu pour peut-être conclure, je ne sais pas, mais malgré tout ce que vous venez de dire sur l'intérêt ou non de perfectionner des indicateurs, je pense que vous avez quand même espoir. Et donc, ma question, c'est... pourquoi justement on continuerait de penser que
c'est les économistes qui vont sauver notre planète. Alors pour les coulisses de la BD, donc, la BD, on a mis 2 ans et demi, 3 ans à la faire. Au bout de 3 ans, on était bien déprimés. On avait envie de faire une conclusion très pessimiste. Globalement, si on prend un peu de recul, la science économique elle a une particularité qui est assez propre, je pense, à cette discipline. C'est ce côté que j'ai un tout petit peu évoqué, impérialiste. C'est aller voir dans d'autres domaines ce qui se passe et importer dans d'autres domaines ces outils. C'est aller très loin. Donc il y a un prix Nobel, Gary Becker, qui par exemple expliquait la spécialisation des tâches dans le couple. Il expliquait de manière rationnelle pourquoi les sociétés sont en couple, comment sont spécialisées les tâches et pourquoi c'est quelque chose de rationnel. C'est aller dans la sociologie, dans l'économie du droit, où on déterminait des peines de prison avec des outils économiques. Ça a été fait par un autre prix Nobel, Nordhaus, qui en 1995, dans un papier qui fait aujourd'hui beaucoup parler, calculait le réchauffement climatique optimal pour la planète. Donc, les économistes, historiquement, ont toujours eu cette tentation d'aller vers d'autres disciplines, un peu pour donner des leçons, en se pensant comme une discipline qui se présente comme étant assez complexe ou un peu inaccessible, etc., puisque basée sur des mécanismes. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un moment où il faut un peu inverser les choses. Il faut accepter que l'économie doit être en partie subordonnée, ou en tout cas fait partie d'une chaîne de disciplines, et que sur les questions environnementales, il n'y a pas le choix. Il y a besoin en amont des physiciens, des biologistes, des ingénieurs, pour définir le scénario, puisque là, c'est plus un scénario économique. C'est plus une question de prix du pétrole ou de géopolitique, etc. Ça arrive après. Le premier, c'est un constat qui est un constat matériel sur ce qui se passe. Et après, dans ce cadre-là, l'économie doit réussir à se réinventer un peu pour apporter ce qu'elle peut encore apporter. Ce qu'elle peut apporter, on l'a peu évoqué ici, mais c'est par exemple comment on fait pour gérer les inégalités. Si vous voulez mettre en place une nouvelle taxe, ça passe dans les prix, comment vous faites pour que cette taxe soit juste, pour que les perdants soient compensés, pour faire en sorte que vous ayez des mécanismes qui vont aider la personne qui est au SMIC, mais qui ne vont pas en même temps aider la personne qui gagne 4 millions d'euros par an. Et cette logique, on l'a un peu vu pendant la poussée inflationniste. Quand on a de l'inflation, c'est 8, 9, 10% d'inflation en 2022-2023, la cause de l'inflation, c'est que le prix du pétrole augmente. On a le prix du pétrole qui explose, prix du gaz qui augmente, et donc pétrole et gaz, ça concerne tous les biens de l'économie sans exception, même les services. Ça vous fait augmenter tous les prix. Quelle est la mesure qu'on a mis en place? On a mis en place une mesure de baisse des prix à la pompe. Donc l'État a donné de l'argent pour réduire les prix à la pompe. On a dépensé 16 milliards d'euros comme ça, qu'on aurait pu mettre ailleurs. Ces 16 milliards d'euros, c'est des dépenses qui ne sont pas fléchées. Parce qu'il n'y a pas eu ce travail des économistes là, ils auraient pu aider. Il y a eu d'autres raisons, etc. Mais ils auraient pu dire, quand je subventionne les prix à la pompe, je subventionne à la fois la personne qui vient recharger son X5 de 4,5 tonnes et la personne qui est au SMIC et qui remplit sa C3 pour aller travailler. Et donc il y a aujourd'hui des études, je crois notamment de France Stratégie, qui montrent que ce genre de mesure a bénéficié 3 fois plus aux personnes aisées. Donc on fait une mesure face à l'augmentation du prix du pétrole, qui est une mesure qui est présentée comme une mesure de transition, qui en réalité va subventionner des dépenses qui sont peut-être en partie des dépenses de loisirs pour des personnes aisées. Donc c'est là que les économistes peuvent apporter et doivent dire, et donc c'est de l'économie, c'est de la socio, c'est très complexe, mais qui doivent dire, il faut telle mesure pour changer le système, et comment faire en sorte que donc ça en lien avec les autres disciplines, comment faire en sorte que cette mesure soit juste et ne fasse pas exploser les inégalités, permette qu'il y ait encore une société qui tienne un minimum. Et je pense que c'est là aujourd'hui sur ça qu'il faut se concentrer. Mais il faut accepter de partager le diagnostic avec d'autres disciplines. Et typiquement, les questions de la décroissance, c'est un refus de partager le diagnostic. C'est dire non, mais dans mon modèle, on peut croître à l'infini. Le diagnostic, il doit être posé par les personnes compétentes. Sur ça, c'est pas les économistes. Et après, les économistes doivent utiliser leurs outils pour voir comment on répartit les richesses, comment on les oriente, comment on change un peu les comportements. Mais c'est plus c'est plus en amont, c'est en aval, quoi. Bon,
la conférence touche à sa fin. Merci à tous pour vos Merci questions. beaucoup.